Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Vendredi 17 juillet, mon nom est Martin Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Belgique 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité de m'entendre en compagnie de notre collaborateur François Goulet, vous livrer le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. On s'en va le rejoindre comme à tous les vendredis de Grand Prix. Il est descripteur analyste pour les courses de Formule 1 et d'endurance à la GTCQ.tv, mais il est avant tout un pilote de nos amis de la Team FSR. Comment vas-tu, François Goulet? Ça va très bien. Je débute mes vacances. Ah, je peux pas avoir un... Tu prends des vacances de construction? Je savais pas. Ben oui, c'est le fun, Oui, ça. scoop. Ah. Je suis en vacances. Je travaillais légèrement, mais sinon, je suis en vacances avec mes enfants. Donc, ça commence bien. Grand Prix de Belgique, un autre petit classique qu'on aime bien pour commencer 2 semaines de vacances. Puis en plus, on commence à d'en faire une habitude. Ça. On se voyait pas d'habitude, tu sais, parce que pour mettre en perspective, les gens, on s'est connus grâce au balado, mais dans la vie, avant ça, on n'était pas des amis, on se connaissait pas. Non, Là, non, maintenant, man, on était des ennemis. Non, c'est pas vrai. on se On se connaissait connaissait pas. on se connaissait pas du tout. C'est encore une fois grâce au F1 Podcast que j'ai fait toutes ces belles connaissances. Puis là, maintenant, ben, on se parle souvent. Moi, je te considère maintenant comme un ami parce qu'on se parle quand même beaucoup. Puis avant, on se voyait pas. Ben là, c'est rendu qu'on se voit quasiment tous les mois parce que là, on s'est vu au Grand Prix. On avait été souper un peu avant ça. Là, en fin de semaine, ben, cette semaine, on avait une super bonne raison de se réunir. Si tu veux un peu expliquer aux gens où ce qu'on était, parce que je sais que lorsqu'on parle de Gilles Villeneuve, comme bien des amateurs, ça vient nous chercher, ça vient te chercher aussi très particulièrement. François, je sais que quand tu as une chance de faire de la course, c'est toujours le numéro 27 ou le 12, dépendamment, où tu vas prendre les Le uniformes. 27, si je peux, puis le 12. Le 12. Donc, Ouais. d'avoir cette exposition-là, Mhm. à Montréal, parce que les gens comprennent où est-ce qu'on veut en venir avec ça, ben oui, on était invité au lancement, dans le fond, de l'exposition Salut Gilles, une histoire de vitesse à Montréal. Et si tu veux un peu expliquer les gens là, ce qui t'a frappé un peu quand on est arrivé là-bas, parce que moi, je te regardais quelques fois du coin de l'œil, puis je voyais que j'imagine j'avais le même regard aussi, mais on avait des yeux d'enfant un petit peu de voir tous ces artefacts-là qui remémorent des fois des choses qu'on n'a pas vues de nos propres yeux parce qu'on n'était pas là, mais des choses qu'on a entendues qu'on s'est fait raconter, de voir des fois les images, c'est encore plus le fun. Oui, ben, c'est première des choses. Merci à tous ceux qui nous ont invités là, puis à toi aussi d'avoir pu faire ça, d'avoir pu m'amener là. Donc, c'était une bonne raison de faire la route entre Québec et Montréal pour avoir cette exposition-là. Et oui, c'est merveilleux parce que tout le monde, je pense, connaît l'amour qu'on a pour Gilles Villeneuve. Moi, personnellement, toutes les fans de course, ma famille en général. Puis d'arriver là-bas, de voir ça. Donc, il y a des voitures qui sont là, Formule Atlantique, la première Ferrari qui l'a conduit là, à Mosport, une réplique de cette Ferrari-là, et tout aussi, toutes les affiches sur les murs qui expliquent le cheminement de Gilles Villeneuve, son histoire, tout ça. Donc, il y en a vraiment là. Il y en a pour longtemps à lire tout ça, puis c'est le fun parce que ça vaut la peine. Là, on peut passer un bon bout de temps là à en apprendre, même nous qui sommes des fans finis. Il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas sur Gilles Villeneuve, toujours une anecdote ou une partie d'histoire donc qui est plaisant à apprendre. Puis on a eu la chance, nous, d'aller là avec nos yeux. Tu sais, on allait là en tant que la F1 podcast, mais en même temps, on est des fans finis de Formule 1 et surtout des fans finis de Gilles Villeneuve. Donc, moi, je suis arrivé là avec un esprit hyper ouvert et c'est très. Je me sentais vraiment comme un enfant, comme tu dis. Là, j'arrivais là un peu comme un fan. Là. J'étais presque starstruck, comme on dit. Donc, j'ai vraiment tripé de voir les artefacts. Il y avait des habits. On a même vu des pièces de voiture qui était, je me rappelle, le réservoir à essence Ah oui. qui était flexible. Ça, je connaissais pas ça. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre là. Un volant de course qui avait été victime d'un incendie. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça là-bas. En plus des affiches, on a rencontré Mélanie
Villeneuve. Donc, sérieusement, ça a été un événement incroyable, là. Je ne sais même pas par où commencer parce que on a parlé à beaucoup de gens qui étaient très passionnés. Une dame qui venait là, qui vient des États-Unis, mais qui habite à Montréal maintenant, qui fait des médias. Puis elle nous a posé beaucoup de questions parce qu'elle s'y connaissait moins un peu, mais ça a été super plaisant de pouvoir échanger avec les gens là, sur l'histoire de Gilles Villeneuve puis de la F1 au Canada. Ouais, c'était voir les médias qui ne couvrent pas Mhm. nécessairement le sport d'un moment ou même la F1 d'un point de vue plus culturel, venaient voir ce qui se passe parce qu'il faut ramener ça quand même que ça part que oui, c'est du sport, mais Gilles Villeneuve a aussi été nommé comme un personnage historique de l'histoire du Québec dans les derniers mois. Donc, cette nomination-là ouvre des portes aussi à ben, peut-être justement aller chercher plus de reconnaissance ou plus de soutien puis à travers tout ça, ben, tu le mentionnais, Mélanie Villeneuve, avec qui on Mhm. a eu la chance d'échanger, qu'on doit remercier quand même, était très généreuse, je trouve, de son temps, puis elle a pris vraiment le temps de nous expliquer le cheminement aussi pour en arriver là, que c'est pas nécessairement. Moi, je la salue là, de partager son père avec le Québec depuis toutes ces années-là et de vouloir continuer à le faire. Elle pourrait dire, ben, ça fait partie de l'histoire, ça va dans les livres, puis c'est tout. Non, non, de l'ouvrir à tout le monde, puis de continuer d'être là, de passer la journée, rencontrer les gens, nous expliquer comment elle a pu arriver là à dire ben moi je veux le faire comme si je veux avoir l'exposition puis tout ça puis ça euh, ça prend ça prend d'autres personnes pour épauler ça aussi. Quand on regarde Véronique Doucet, qui est la directrice du parc Mhm. Jean-Drapeau, parce que c'est là que ça se passe, hein, les gens nous entendent dire ah l'exposition, ben oui, ça se passe à 2 pas du circuit Gilles Villeneuve, donc il y a toute une logique derrière ça, parce que quand on débarque du métro, c'est à 5 minutes du métro, là, même pour les moins bons marcheurs, là, c'est pas très très long d'arriver de là. Donc, le transport en commun vous apporte. Après ça, vous êtes sur le site, pas très loin du Grand Prix. Fait qu'il y a vraiment une logique derrière tout ça de dire on a un personnage historique du Québec, on a quelqu'un qui a marqué l'histoire de sa manière, qui a accordé une visibilité au Québec sur la scène Mhm. internationale. Puis ça a commencé en 78, le gros coup là, que vraiment, on Mhm. peut dire qu'il s'est présenté au Québec complet, parce que c'est sûr que les gens qui allaient aux courses de motoneige ou qui allaient à Trois-Rivières connaissaient un peu déjà Gilles Villeneuve, mais c'est pas comme aujourd'hui avec les médias que tout commence à se propulser et tout ça. Donc ça a vraiment été à Montréal en 1978 au Grand Prix du Canada que là, tout a vraiment été propulsé à un autre niveau pour lui et de revenir aux sources, de dire ben, pendant qu'on marche, qu'on s'en va sur ce circuit-là, de voir une exposition qui va être là tout au cours de l'été, qui va s'étirer un peu plus loin. Puis en discutant justement avec Madame Véronique Doucet, c'est là qu'on a su qu'il y a une ouverture d'esprit du côté du parc Jean-Drapeau, du côté de Mélanie Villeneuve, à en faire quelque chose de plus grand qu'une simple exposition, d'avoir vraiment un musée qui serait là en permanence. Puis c'est là que ça nous apporte sur un terrain que les gens vont dire, ah, ben il y a déjà un musée Gilles Villeneuve qui se passe Mhm. du côté de Berthierville qui soutient l'histoire de Gilles depuis plusieurs années. Puis moi, quand j'entends ça, si on m'avait parlé de faire un autre projet connexe, j'aurais dit, ah, ben, il y a le musée à Berthierville. Est-ce qu'il y a vraiment une pertinence derrière ça? Mais quand tu me parles de le faire sur Ben oui, sur le même, site. ben là, on change toute la présentation parce que là, il y a vraiment une logique derrière ça. Tu accueilles 500 000 passionnés de Formule 1 une fois par année qui Mhm. vont venir sur l'île. Donc, c'est logique d'avoir ça avec ça, ça va de soi. Il y avait Simon Bachand qui était présent avec nous, Ouais. bien sûr, notre collaborateur, qui me parlait. Il me dit, Martin, tu as fait des stades comme moi aux États-Unis. On voit des temples de la renommée, des musées à même le stade sportif. Quand tu vas voir une équipe de football, une équipe de baseball, on garde ça, notre histoire, on la partage, puis on la laisse voir aux amateurs qui se dirigent là sur au stade. Donc, un peu le même principe avec le circuit. Donc, cette approche-là, je dois saluer l'innovation ou l'initiative d'aller vers là, mais aussi l'ouverture d'esprit de des dirigeants comme Madame Doucet, qui est directrice Mhm. du Parc Jean-Drapeau, de dire, ben oui, on a cette ouverture d'esprit-là, c'est beau la culture, c'est beau les arts, mais le sport, ça fait partie du Parc Jean-Drapeau, donc on ne veut pas cacher ça non plus, on veut garder ça avec nous. Oui, ben en même temps, on voit qu'ils mettent beaucoup d'énergie à faire perdurer ça. Comme tu disais, Simon parlait que dans les autres circuits, ben, peu importe où tu vas, on dit un amphithéâtre, quoi que ce soit, il y a toujours une exposition locale sur l'histoire du circuit en général ou de la personne pour laquelle le circuit était nommé. Là, j'ai regardé une course de NASCAR en Europe, c'est l'autodromo Ricardo Tormo, un pilote de moto. Ben, tu sais, là-bas, il y a déjà
son musée, tout ça. Et si je te parle de Ricardo Tormo, tu ne dois pas nécessairement Non, peut-être savoir c'est qui. Je ne non, savais non. pas c'était qui non plus avant de voir la Ben course, oui. mais Les d'avoir, frères Rodriguez ben oui, au au Mexique, Mexique. Bon, fait c'est que la même circuit Gilles chose. Ouais. Villeneuve, c'est hyper pertinent d'avoir un une place pour voir un peu qui il était sur ce site-là parce que c'est le circuit qui porte son nom. C'était superbe en plus parce que l'endroit où ils ont fait ça, c'est très caché. Hein. C'est un immeuble, en tout cas, c'est une bâtisse dans le fond, faite en pierre ou en brique, là, je ne sais pas trop, mais c'était très caché. J'ai vraiment aimé ça. Puis je crois que ça va durer quoi, 2 ans, cette exposition-là, pour l'instant, si je ne me trompe pas, Martin. Ben moi, Ça se j'ai peut-tu? du 16 juillet au 30 décembre, mais j'ai entendu aussi qu'on nous a dit qu'on irait sur une période de 2 ans. Donc, Avant peut-être de faire quelque chose de plus permanent, là. Mais ça, exact. Ben, c'est ce qu'on a compris, mais ouais. on va laisser les gens faire leur. Non, mais je conseille aux gens d'y aller quand même Ah le plus oui, tôt possible, tu sais, de profiter. ça Parce que oui. quand on dit, parce que on se connaît, là, nous autres, on est de même, nous autres Oh, aussi, oui. ah, une exposition sur le Titanic, elle va être là pendant 2 ans, bon, on a le temps d'y aller, tu sais. Mais là, c'est. Moi, je dirais aux gens, là, j'ai une confirmation 16 jusqu'à décembre, mais je profiterai d'aller là en été parce que Ah oui. je sais pas pourquoi, mais j'échangeais là-dessus avec Simon en s'en revenant dans le métro, puis j'ai dit, il me semble que le parc Jean-Drapeau, en été, c'est plus le fun qu'en hiver. J'ai pas été en hiver, mais il me semble que c'est le vent ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a plein d'activités, puis il y a d'autres affaires, mais il me semble que c'est le temps, pendant les vacances, puis tout ça, de profiter, puis d'aller voir un peu ce qui se passe, ce qu'on nous a préparé là-bas. Tu disais les répliques du film aussi, Ben qui oui. ont été faits par des experts aux États-Unis, qui ont fait justement, notamment les voitures pour les films rapides et dangereux, Mhm. qui ont fait ces Ford répliques. Ferrari aussi, je pense que le gentleman nous parlait, je ne me rappelle pas de son prénom, là, mais Christian Simoneau, qui était Ouais, là, c'est c'est clair? exactement ça, Ouais, oui, ouais, Christian excusez-moi. Simoneau. Non, non, c'est correct. Et puis, Mais on c'était a. superbe, Ouais. sérieux. Puis oui, tu prends une marche au parc Jean-Drapeau, t'arrêtes là, sérieusement, c'est de toute beauté. Mm. Il y a le fun pour l'initiative. Donc, on va suivre ça aussi du point de vue de voir comment l'évolution de ça, si on peut vraiment avoir une forme de musée ou de temple de la renommée Moi, permanent. j'aimerais beaucoup ça. Oui, pour aller avec le circuit Nord, moi aussi, je pense que, tu sais, tu parlais tantôt des circuits Indianapolis, là, ils ont un Mhm. musée là-bas, ils ont des choses comme ça. Je pense Daytona a son Ah, musée Lime aussi. Rock aux États-Unis, écoute, la majorité des grands circuits, mettons, permanents, là, ont ça. Là. Donc, je verrais pas pourquoi que nous, on pourrait pas le faire. Puis en plus, euh, ils ont l'espace. Mhm. Ça fait partie des très peu. Puis l'autre place, là, je veux pas tomber dans la nostalgie puis faire pleurer le monde, que ça soit bien triste, mais tu sais, toi, je sais que tu as appris l'histoire de Gilles avec ton père. Même Ouais. chose pour moi, même chose pour Simon, puis tout ça. Puis ces gens-là qui ont vu Gilles de leurs propres yeux, c'est une autre génération, mais ils seront pas toujours là pour nous le raconter. Fait que nous, Non. on l'a, on peut la raconter aux autres, mais à longue, si t'as pas de l'aide, justement, avec des événements comme ça, ou des infrastructures qui portent le nom, mais qui a aussi un musée pour l'expliquer, ben à longue, ça va se perdre, ça. Comme les Mhm. frères Rodriguez, tu le disais tantôt, heureusement, on a donné le nom là-bas, mais ça fait quand même longtemps, les frères Rodriguez, c'est qu'il faut qu'il y ait des Ça fait gens plus qui. longtemps que Gilles Villeneuve. Là. Ben oui, exact. Fait que c'est que ça peut devenir flou pour certaines personnes de dire, ah, c'est qui ces frères-là? Deux frères qui ont fait la course automobile de haut niveau, qui venaient du Mexique, c'est toute une histoire, mais si t'as pas le nom sur l'autodromo, puis après ça, que t'as pas un musée ou t'as pas des gens qui racontent ça toutes les fois qu'ils vont venir là une fois par année pour dire, ah, ça, c'est ces gars-là, puis tout ça, ben un jour, Gilles pourrait devenir ça aussi. Je parlais avec des gens qui ça fait 20 ans qui sont au Québec, mais avaient jamais entendu parler de Gilles. Euh, Ah, ça, pour moi, c'est un non-sens. Là. ben, c'est Mes ça. enfants C'est une ont 4 et réalité. 6 ans et savent qui est Gilles Villeneuve. C'est sûr que de mon Ouais. côté, c'est pas un exploit parce que je vis là-dedans, mais mes enfants savent très bien c'est qui Gilles Villeneuve. J'ai construit un diorama avec mon fils de Gilles Villeneuve et René Arnoux. Donc, tu sais, pour moi, c'est important que mes Ouais. enfants sachent c'est qui. Puis pas juste Gilles Villeneuve, aussi d'autres personnalités québécoises, tout ça, mais tu sais, on- lui, c'est hyper important en général de savoir de connaître l'histoire sportive et culturelle de ton pays, de ton patelin. Mhm. C'est super important. Puis justement, d'amener mon fils dans un endroit comme ça, parce que c'est certain. Là, je tombe en vacances, là, ça se pourrait que j'y retourne justement avec mon fils. Je l'avais amené à Québec voir la mini-exposition avec le petit magasin là, où j'avais acheté mon gilet. Ben, tu sais, il était super intéressé, poser des questions. Ben là, si je l'amène là, il va y avoir encore plus de questions parce qu'il y a encore plus de choses à voir. Donc, sérieusement, je trouve ça important. C'est abordable aussi. On parle de des 8 dollars par entrée, 18 dollars, en bas de 20 dollars pour la famille. Bien sûr, il y a des restrictions, mais vous pouvez acheter je pense qu'il faut acheter les billets à l'avance justement sur le site du Parc Jean-Drapeau. Là, c'est mieux comme ça. Donc, juste aller voir ça. C'est pas une exposition qui coûte très cher. Puis après ça, vous pouvez en profiter, faire un pique-nique puis tout ça.
C'est pas comme si vous êtes pris dans le centre-ville après, puis que Ah vous non, êtes c'est une obligé belle d'aller manger place. dans un restaurant 5 étoiles, vous pouvez emmener vos choses, tout ça, que c'est bien, bien le fun. Puis il y a des restaurants aussi sur place, ça s'en vient de plus en plus, plus beau, là. Puis tu sais, je refais un petit parallèle vite, vite parce qu'on parle de savoir, puis de donner l'histoire, puis de partager ça. Tu sais, j'irais plus loin. L'exposition, j'ai eu la chance de discuter avec plein de gens qui connaissaient pas Gilles, que là, d'un coup, ils connaissent. Ah ouais, on a entendu parler de Gilles. Puis dans l'autobus, là, pas dans l'autobus, mais dans le métro, en Ouais. m'emmenant, j'avais deux, je dirais du secondaire. Les gars s'en allaient à la ronde. Il n'y avait aucune idée que l'île était artificielle ou tu Ah sais, ouais. quand il y avait eu, comment qu'on avait fait l'île, le circuit. Ils ne savaient pas c'était qui Gilles Jacques, n'avaient entendu parler, puis il n'y avait aucune idée c'était quoi la biosphère, de où que ça venait, l'Expo 67. Tu sais, que là, c'était peut-être une grosse conversation plate que ces gars-là ont eue avec moi dans le métro. Là, tu sais, Peut-être pas non plus, là. Il peut-être était pas. super. Peut-être pas qu'il était. Moi, j'étais pas là, mais il était peut-être Ouais. super intéressé. Mais les gars sont au secondaire, là, sont dans le système d'éducation d'aujourd'hui. Ils n'ont aucune idée de où ce qui s'en allait, de où ça ressort, de où ça vient, de où ça a poussé. Tu sais, la boule, c'est Ouais. C'est quoi la pas une boule? tumeur, là. Tu sais, Ouais, non, c'est ça. en tout cas. Fait que ça pour dire, fait que c'est ça, oui, il y a des choses qui se perdent, fait que c'est important d'avoir des gens qui nous rappellent un peu d'où on vient puis c'est quoi l'histoire. Si on se lance sur un autre sujet puis qu'on y va justement avec un enchaînement de quelqu'un qui nous explique un peu d'où ils viennent, Adrian Newey qui a parlé beaucoup d'Aston Martin hein, dans les dernières semaines. J'ai trouvé qu'il s'est ouvert, il était très, très transparent, puis nous expliquait un peu d'où ça vient, ces problèmes-là avec l'écurie. On commence tranquillement pas vite à mettre le doigt un peu là-dessus, à encercler les problèmes, de où ce que la genèse de tout ça, parce que c'est bien beau de dire Honda, peut-être que le personnel en place, on a bougé beaucoup la structure, mais là, on se rend compte que ça peut aller plus loin que ça, directement dans les racines, c'est-à-dire des logiciels de calcul, de Mm. fabrication, qui servent un peu de baromètre quand on se dit, OK, nous autres, on veut tant de degrés, puis là, on évalue qu'avec la soufflerie, parce qu'on a un nouveau système de soufflerie, on prend ces données-là, on les met dans notre logiciel, puis après ça, nous autres, on est capable d'avoir des statistiques, puis de se baser là-dessus pour concevoir une voiture. Mais là, on entend que ça, là, ces mêmes programmes-là datent d'Eddie Jordan. Là. Ah, Seigneur. Ouais. Fait que c'est comme Non. si, c'est ça, tu continues, tu es tout à la fine pointe de la technologie, mais le guide d'utilisateur a été encore fait là, par l'homme de pierre. Là. Puis je veux pas manquer de respect à Eddie Jordan, mais c'est juste que C'est non, c'est une on autre est des, époque, là. c'est ça, on est à des années-lumière de comment les voitures étaient faites à l'époque. Donc c'est normal que d'essayer d'avoir une certaine corrélation entre ça avec la technologie d'aujourd'hui et le système informatique, ce qu'il nous dit. Fait que des fois, du côté des Genuine, ce qu'on mentionnait, c'est qu'on se faisait peut-être envoyer en erreur. Pas des grosses, grosses erreurs, mais on est dans un jeu de précision. Là. Des Mhm. petits millièmes peuvent nous emmener justement à perdre des millièmes de secondes en piste qu'on a besoin, des centièmes de secondes en piste qu'on a drôlement besoin. Quand tu entends ça, toi, t'es-tu déçu ou tu fais-tu comme. Tu sais, parce que moi, ça m'a surpris encore de dire, hey, tout l'argent qu'on a investi, on a laissé comme le cerveau de la place, là, le cerveau d'ordinateur ou ce qui guide le reste, on a laissé ça à l'ancienne. Puis je sais que c'est pas facile. Là. Tu t'en vas pas sur Marketplace dire je cherche un logiciel pour concevoir des Formule 1. Là. Ça marche pas comme ça. Là. Ça prend quelqu'un pour mettre ça en place, ça prend des années pour concevoir ça. Mais que ça prend Adrian Newey qui a travaillé ailleurs. Pourtant, il y a eu Dan Fellows qui arrivait de Red Bull aussi. Il y a eu James Allison qui arrivait de chez Mercedes mais que ça a finalement pris Adrian Newey qui arrivait de chez Red Bull, qui ne travaillait pas nécessairement avec les plus gros systèmes informatiques. Lui, il était à sa table à dessin, mais qui n'était pas nécessairement épaulé par la fine pointe de la technologie chez Red Bull non plus. On a du travail à faire, on l'a déjà dit, de ce côté-là aussi, de côté soufflerie, puis tout. Mais d'arriver chez Aston puis de dire, hey, on fonctionne encore avec le bon vieil ordinateur à Eddie Jordan. Ben, ça me scotche de Ouais. savoir ça. Il y a une chose, par exemple, que quand on a jasé de ça, il y a quelques minutes avant d'entrer en enregistrement, toi et moi, c'est que il avait évoqué, lorsqu'il est arrivé chez Aston Martin, qu'il il y avait un retard de 2 ans sur Mhm. un des programmes informatiques, je pense, de soufflerie, ou je ne sais pas trop lequel exactement. Donc, ça m'a comme rappelé ce fait-là. Il était déjà au courant qu'il y avait un certain retard au niveau de certains logiciels et là, ça me fait, ben, tu sais, c'est peut-être aussi il y a cause à effet, là. Mais que ça remonte à Eddie Jordan, ben oui, ça me scotche bien raide. Je peux jamais croire qu'il n'y a pas, ne serait-ce que tu sais ce qu'on appelle les fameuses mises à jour, là? Ouais. Tu sais, Il n'y parce en a qu'il plus. y en a passé du monde depuis Eddie Jordan, là. Ouais. Cette écurie-là a changé de main quelques fois, donc
Non, je suis complètement scotché. Puis c'est vrai que si on est dérouté, ne serait-ce que, tu sais, mettons qu'on est dérouté un petit peu, ben qu'on s'en va dans une direction à partir d'une information qui nous déroute, ben là, rendu plus loin, ça se peut qu'on ait vraiment, vraiment bifurqué de la route qu'on voulait prendre. Donc ça, c'est pas super rassurant. Maintenant, on le sait, donc on met le doigt sur le bobo, puis il faut se mettre en mode solution là, du côté d'Aston Martin. Comme on le dit souvent avec toi, moi, Simon, lors des entre-deux courses, on a une équipe toute étoile là, pour mener ce bateau-là à bon port. Donc, je fais des. C'est le fun, une petite métaphore, là. Donc, tout ça pour dire que maintenant qu'on sait, maintenant qu'on sait tout ça, là, c'est le temps de mettre l'épaule à la roue et de corriger tout ça parce que sérieusement, Aston Martin, le temps presse, là, surtout pour leur pilote vedette Fernando Alonso. Puis on comprend mieux aussi pourquoi qu'on n'apporte pas d'amélioration. Là, Ben oui, là, qu'on a identifié le problème que les infos qu'on va emmener sont probablement erronées, puis on frappera pas dans le mille avec ce qu'on va avoir, ben on se dit, puis on n'est pas loin de frapper, c'est même pas proche il faut d'accomplir quasiment ce qu'on veut. repartir à zéro, là, Oui, puis exact. ouais, une feuille blanche, page blanche, puis faisons quelque chose de bien à partir de maintenant. Tu arrêtes la production, tu repars ça. C'est pour ça que là, on compte beaucoup sur ce qu'on va apporter du côté de la Hongrie, les améliorations. Il y en a qui mentionnent, on peut aller gagner jusqu'à 2 secondes, puis on faisait la blague de dire 2 secondes, ça les place quand même juste égal à la Cadillac ou un petit peu en avant. Tu sais, c'est pas. Puis Ben, gagner. commençons par ça, s'il vous plaît, Ouais. là. Puis tu sais, on s'entend, t'en as vu d'autres, François, puis ça fait quand même un bout qu'on fait ces épisodes-là de préparation du vendredi, qu'on parle d'amélioration, puis que quelqu'un va Mhm. sortir la, la- la- la réponse magique à quelque chose. Mais faire un bond de 2 secondes sur un package d'amélioration, de mise à jour, on n'a pas vu ça souvent. Il faut vraiment, vraiment frapper dans le mille. Il faut vraiment avoir compris qu'on était dans le champ complètement avant. Puis même là, ben, ce qui est un peu pervers dans tout ça, dans le fond, c'est de dire, c'est que malgré que tu vas faire toute l'amélioration, tu as tellement pris de retard que 2 secondes te place peut-être 21e ou 20e. Là, Ouais, ben, ce 2 secondes-là, tu dirais normalement, hey, wow, 2 secondes, c'est incroyable, mais ça démontre le retard qu'ils ont. Ouais. Comme tu dis, en tout cas, sérieusement, ça me fait capoter. Parce que quand on regarde les temps, souvent, tu sais, c'est ça, c'est 3 secondes en arrière des temps de référence. Donc, t'es comme, bon, ben, commençons par ce 2 secondes-là, puis après ça, on va aller gratter les dixièmes à droite, à gauche qu'on peut aller chercher. Mais Hum. sérieusement, c'est une catastrophe, mais bon, c'est le temps de recommencer à neuf. Comment qu'on mange ça, un éléphant, François? Hein? Je la connais pas, celle-là. Ah, ben, En se euh, trompant ou? non, une bouchée à la fois. OK, c'est bon. C'est simple. Il y a pas... Excuse-moi, man. Non, 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 c'est pas grave. Il n'y a pas grand. On a En le dit qu'on. faisant cuire, Ouais, peut-être. peut-être d'abord. Mais je ne Ouais. conseille pas de manger les éléphants. Je pense que Ben, alors en qu'on fait, leur sonne. il y a une bonne recette dans le texte qui s'appelait l'éléphant aux olives. Les plus cultivés sauront de quoi je parle. Oui, ceux qui connaissent pas la blague, mais qui connaissent la Ouais. recette. Mhm. Bon, fait que tout ça pour dire, si on dit ils doivent le manger ça une fois, une tranche à la fois, ben, on verra dans les prochaines semaines, mais c'est sûr que ça va être intéressant de suivre, à condition que Cadillac s'améliore pas aussi, hein, parce que Williams, la même affaire, Williams est à la merci peut-être, parce qu'on est un peu dans la même situation de dire, bon, on a des vieux programmes, on a des vieux logiciels, quand même qu'on fait venir un gars hyper cultivé du sport comme James Vals, qui en a vu d'autres chez Mercedes, ben c'est pas gage de succès que tout ce qu'il va dire va fonctionner, parce que faut encore se fier au logiciel et tout ça. Puis quand j'entendais AJ Newey parler de ça, ben, c'est quelque chose qu'on a entendu de la part de Williams aussi. Donc, ces vieilles écuries-là qui sont encore basées sur ces systèmes-là. Puis, tu sais, c'est compréhensible parce que Eddie Jordan, on utilisait la soufflerie Jordan, fait qu'on se disait le programme va avec, mais là, si tu as changé la machinerie, tu changes aussi ta façon de mettre ça dans le système puis de procéder ça après ça pour en venir à quelque chose sur le circuit. Une nouvelle qui retient l'attention aussi, puis je ne dis pas de nouvelle, là, c'est plus Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA, qui aime bien parler et faire des déclarations. Parfois, il en fait que ça finit par être pratiquement la vérité. Tu sais, quand on parle des retours de V8 puis ces choses-là, là, il y en a fait une qui a quand même. Moi, ça a retenu mon attention, puis ça m'a fait sursauter un peu. D'avoir un type d'honneur universel dans le monde du motopropulseur là, ou de vendeur universel, d'avoir un générique, là, comme quand on va à la pharmacie où on achète des produits sans nom, ces choses-là. Mhm. D'avoir dans le fond un groupe motopropulseur qui serait disponible pour tous les écuries qui veulent bien se le procurer, dans le fond, qui ne veulent pas en faire un eux-mêmes, de dire, bon, là, ce moteur-là. C'est encore très nébuleux de dire qui va faire ça, ce moteur-là? Qui va décider de dire, ben moi, ça me tente d'investir de l'argent, de concevoir un moteur sans savoir qui va l'acheter, sans savoir
si je vais pouvoir, avec qui je vais faire affaire, est-ce que je vais aider des compétiteurs à moi dans le domaine de l'industrie automobile, on ne sait pas trop ça. Puis un coup parti, ben, une fois que tu mets tout cet investissement-là, puis tu fais un moteur, pourquoi tu ne ferais pas l'écurie aussi, comme Audi fait, tu veux juste le faire pour le vendre à des personnes qui ne peuvent pas s'en faire un eux-mêmes. C'est peut-être que je suis un peu négatif dans la façon de regarder ça, parce que je pense qu'au bout de la ligne, c'est une bonne idée. C'est juste que faut que je sois réaliste aussi. Là. Comment tu arrives là? Il n'y a personne. Il faut quand même vivre dans le monde réel. Il faut que tu trouves quelqu'un qui a les moyens de fabriquer un moteur F1, mais que ça ne lui intéresse pas de compétitionner, là, de faire tous ces efforts-là, mais sans vouloir avoir le nom qui dit hey, c'est moi qui gagne ou quoi que ce soit. En tout cas, j'ai énormément de difficultés à voir qui va faire ça. Ton côté, François, tu en as vu d'autres aussi. Tu vois d'autres concepts dans l'Indy, tu vois d'autres concepts dans la chose, des moteurs universels ou des vendeurs universels dans le domaine de la motorisation. Ça a déjà existé dans le temps de Cosworth, mais ça n'a jamais, je veux dire, ça n'a jamais propulsé personne vraiment à avoir des titres. Là. Ouais, ben, moi, ce qui me fait le plus, on va dire, je me questionne à savoir qui va l'acheter. T'sais, parce que il n'y a pas de garantie qu'il va y avoir des clients pour ce moteur-là. Et qui va le fabriquer, qui va l'acheter. Les coûts, premièrement, les coûts pour développer un moteur de F1, c'est incroyable. Est-ce que ce moteur-là pourrait être compétitif? Tu parlais de Cosworth. Cosworth a toujours été quand même main dans la main avec Ford, hein, ça a toujours été ça C'est un ça. peu. Moi, je pense à des préparateurs de moteurs. Tu sais, dans le temps, on avait, mettons, quand Williams-Renault est tombé après le championnat de Jacques Villeneuve, on a eu Williams Mecachrome, qui était un Oui. préparateur de moteur, mais pour le moteur Renault. Après ça, il y avait SuperTech. C'était Bar SuperTech aussi, je pense, à un moment donné. Donc, là, il y a Ilmore, peut-être, qui me vient en tête. Eux avaient préparé des moteurs Mercedes à l'époque là, pour l'IndyCar et même aussi pour la Formule 1. Donc, mais il y a toujours un motoriste à quelque part qui fait le moteur et il y a des préparateurs de moteurs comme Mugen pour Honda, des trucs comme ça donc pour la performance. Écoute, j'ai aucune idée qui pourrait faire ça. Est-ce qu'il y aurait des clients? Est-ce que ça serait viable comme projet? Tout simplement parce qu'une équipe voudrait pas être cliente d'un autre motoriste qui est sur la grille. Euh, puis de ne pas faire la compétition, comme tu dis, tu sais, qui va vous être motivé de fabriquer un moteur de F1 sans mettre sa propre voiture là, Mhm. sans garantie que tu vas avoir des clients. Sérieusement, je trouve ça très curieux comme nouvelle, mais j'ai hâte de voir comment il va tricoter ça. Là. Dans tout ce que tu as nommé, tu as exactement touché le point de la neutralité qui est dur à atteindre. Cosworth, partenariat de longue date avec Ford. Fait que tu dis, est-ce qu'il peut y avoir du partage d'informations? Est-ce ils vont vraiment être neutres et vouloir aider, travailler avec n'importe qui? Admettons que c'est Toyota qui fait un moteur. Toyota ne voudra pas travailler nécessairement avec Honda. On a une certaine Mm. rivalité. Il y a toujours des choses comme ça de dire comment tu peux avoir un moteur 100% neutre. Parce que tout ça part d'une situation présentement entre McLaren et Mercedes où on a de la misère à avoir de l'information chez McLaren. Mhm. On a des problèmes de fiabilité. On est client, mais on n'a pas un bon service à la clientèle présentement de la part de Mercedes. Et c'est l'être humain, dans le fond, qui est derrière tout ça, qui fait que ça fait ça de dire, ah ben là, tu t'es fait battre par ton client dans les dernières Ouais. saisons. Euh, là, tu veux jamais que ça arrive. C'est pas supposé d'arriver non plus. Fait que ça, et on l'a peut-être mal pris du côté de Mercedes. En plus, la technologie, elle est nouvelle pour tout le monde. Donc, c'est sûr que lorsqu'on découvre peut-être un avantage du côté de Mercedes, on veut pas s'empresser de le partager avec les autres. Du côté de Williams, ça nous fait pas trop peur parce que je pense qu'on a une bonne relation. Puis Williams ne vient pas jouer dans la cour de Mercedes dans les dernières années. Mais du Non, pas côté de là. McLaren, ouais, tu sais, je veux pas être méchant avec Williams, mais d'après moi, on se dit quand même qu'on ouvrirait les livres devant eux autres, puis on leur donnerait tous nos secrets. Ils seraient probablement encore derrière avec la machinerie qu'ils ont, puis avec la logistique qu'ils ont à leur usine, tout ça. Ils seraient pas capables de faire ce qu'on fait. Avec la même, mais du côté de McLaren, on sait qu'on n'a pas besoin de leur en donner beaucoup pour qu'ils viennent commencer à nous voler des points en piste. Donc là, on dirait qu'on veut jouer un peu un jeu fermé là-dessus. Ça dérange un peu l'écurie McLaren. On ne se sent pas d'être vraiment indépendante dans ce qu'on fait. On se sent à la merci de nos adversaires. Mais ça vient aussi avec le rôle d'être une écurie cliente. Puis de commencer à dire, bon, on va se tourner vers un donneur universel ou un moteur universel pour régler ces problèmes-là. Je trouve que ça fait un peu loser en bout de ligne. Excusez, là, mais je trouve que ça fait un peu perdant de dire rendu là, c'était vraiment rendu à l'étape de dire ça fonctionne pas, faisons donc un moteur.
Tu t'appelles McLaren. Red Bull en fait un maintenant. Oui, on C'est a un fou. partenariat. Ouais, c'est ça. Oui, on a un partenariat avec Ford, mais on était tanné d'être dans cette situation-là, de répondre de Mhm. Renault, d'avoir Honda qui est là, mais qui est plus là, qui est là, mais Ouais. qui est plus là. Fait qu'à un moment donné, on a dit, ben, gars, on sera plus à la merci de personne. C'est nous qui va le faire. On a un partenariat. Ford, si ça te tente d'embarquer, embarque. Quand ça te tentera plus, prends en porte, puis retourne, puis on en prendra un autre. C'est Mhm. un peu ça là, qu'on a décidé de faire, de dire, nous autres, on va contrôler notre châssis, on va contrôler la fabrication de notre voiture, on va contrôler ce qu'on met dedans aussi, puis on va pouvoir se parler entre ces deux départements-là. C'était la vision pour Aston aussi derrière tout ça. Là, ce que je veux dire, on veut atteindre cette liberté-là. Mais moi, pour moi, c'est encore la meilleure solution. Puis autant Mohamed Ben Sulayem veut présenter une solution, je trouve qu'il se tire dans le pied en même temps parce qu'il veut emmener des nouveaux motoristes en F1. Mhm. Il veut emmener des nouvelles écuries d'usine. Puis là, il est en train d'ouvrir la porte un peu à ceux comme Az ou d'autres qui ne veulent pas trop embarquer là-dedans, de dire ben, voici une porte de sortie, tu n'es pas obligé d'être à la merci des grands, ça ne te coûtera pas cher, achète à eux autres. Ouais, ben, ça pourrait être intéressant pour des motoristes comme Audi, maintenant, qui fait son propre gros motopropulseur, de pouvoir vendre aussi à d'autres écuries parce que c'est de l'argent pour eux Oui, autres. mais ils peuvent le faire, il n'y a rien qui les empêche. Oh oui, Est-ce ben qu'on c'est, veut? à ce moment, C'est ils n'ont ça? pas de clients, là, mais tu sais, Non. c'est comme tu dis, si tu veux encourager des motoristes à Exact, venir, ouais. ben, ou des compagnies d'automobiles à venir en F1, c'est pas un pas dans, ce n'est pas le meilleur pas dans, c'est pas un pas dans la bonne direction, là. Je comprends. Tu Donc, les aides pas à rentabiliser leurs non, investissements, c'est ça, là. leurs recherches, si tu leur coupes des clients en disant, ben nous, on va te faire de la compétition parce qu'on va trouver un gars qui est c'est ça, qui n'a pas la même renommée, qui ne veut pas se mouiller autant dans le sport, mais qui veut fabriquer un moteur puis venir faire de la compétition. Ouais, Très curieux comme nouvelle, là. c'est une drôle de. Peut-être qu'on est juste, on n'en sait pas encore assez pour avoir vraiment l'image complète de ce qu'on veut faire, sauf qu'à première vue, comme je dis, ça peut sembler une bonne idée. Sauf qu'une fois que tu commences t'arrives ça dans le monde réel, dans les problèmes de, de, de réaliser ça, ben ça fonctionne pas vraiment comme sur des roulettes. Là. Je pense C'est pas... il veut peut-être choisir le motoriste qui a fourni les moteurs pour la course de Lego. Oui, ça l'a Hein, bien servi. ouais, c'était tout. Hein? Il y avait une belle parité. Moi, je pense que c'est ça. Il Puis, a trop été dans le vent, Silverstone. D'après moi, il s'est trompé un peu dans sa façon de penser. Là. Il y a eu des nouvelles idées où il pense révolutionner, mais à un moment donné, je pense que ça a des limites. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir des idées. Ça, c'est toujours le fun de dire au moins on essaie d'évoluer tout ça. Mais j'ai l'impression que celle-là, c'est peut-être une qu'on va devoir mettre de côté pendant un bon bout. Max Verstappen, rien à dire sur son curieux, dossier. ça. Ouais, c'est ça. Lui, il a dit qu'il n'y a rien à dire. On a beau lui poser la question de plein de façons différentes. Il veut pas se prononcer sur le fait s'il va rester chez Red Bull, s'il s'en va quelque part, il veut pas. Il veut pas. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est il est en négociation sur la place publique, comme on a avancé déjà il y a plusieurs semaines. Ouais. Puis le jeu se passe encore. Puis je trouve que il est pressé de quoi, Max Verstappen? McLaren a deux pilotes de signer. Ouais. Fait que ça ne change rien. C'est pas comme si, ah, ben là, faut qu'on se décide, puis il faut qu'on se commette avec quelqu'un. Si Max décide d'aller là, admettons que la rumeur est vraie, ben, il faut qu'on en foute un à la porte de toute façon. C'est vrai. Fait qu'il Faut qu'on rachète décide, un contrat. c'est ça. Fait que c'est quasiment mieux pour McLaren qu'on étire ça plus longtemps dans la saison, qu'on continue de garder nos pilotes heureux. Encore là, je confirme pas que c'est ça, si tel est le cas. Puis du côté de Verstappen, ben lui, il n'est pas obligé de se commettre à personne, puis il continue d'analyser qui fait la meilleure voiture. Est-ce que McLaren est vraiment à la merci de Mercedes, comme on le disait? Est-ce que Red Bull s'améliore? Parce que Red Bull, on sait qu'on a des difficultés. On va en venir un peu plus tard, on va en parler. Même la FIA qui est venue faire une intervention sur ce qui se passe là-bas avec l'aileron et tout ça. Donc, c'est pas l'idéal lorsque tu veux convaincre un quadruple champion du monde de rester chez vous, de dire, ben oui, nous, on est bon, puis on va faire beaucoup de progrès. Mais oui, la FIA est bel et bien en train d'enquêter sur ce qu'on fait, c'est sécuritaire, mais ça va bien. Ça va bien, reste avec nous. Tu vas voir, on s'en va du bon côté. C'est sûr que ça, c'est pas évident, c'est pas très vendeur. Fait qu'en ce moment, Verstappen, ben, il accumule des données à gauche et à droite. C'est sûr que le côté rumeur puis le côté journaliste, ça doit être taper ses nerfs pas à peu près, mais il est prêt à vivre avec ça. C'est au bout de la ligne, il est capable de choisir la meilleure voiture, avoir le bon montant d'argent, puis être heureux, puis d'avoir la chance de compétitionner pour gagner des courses. Tu vois ça comment, toi, qui dit j'ai rien à dire? Tu vois tout ça de la même manière, de dire que c'est lui qui est dans le siège du conducteur, même si on pense qu'il y a peut-être un peu moins de place où ce qui peut aller. Ben, oui, dans le fond, parce que il y a tout à gagner de rester patient. En ce moment, les performances des voitures, peu importe les écuries, là, on dit les écuries de pointe, ça fluctue beaucoup. C'est en dents de scie. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, on parlait de la Red Bull comme étant une bonne voiture. Parce Oui. qu'on avait vu de l'amélioration de leur côté. Même depuis qu'ils avaient amené leur propre Macarena Wing, on avait vu une certaine amélioration. Donc, tu sais, des fois, Red Bull, ils sont là, des fois, ils sont moins là. Ça dépend peut-être du type de circuit, les améliorations que les autres ont amenées aussi. Donc,
en ce moment, à part Mercedes, qu'on sait qu'ils ont la meilleure voiture globale, le meilleur équilibre de voiture. On voit que Ferrari est en train de faire un gros bond en avant. Il n'y a rien qui dit que les autres emboîteront pas le pas, là. Ils vont avoir des allocations. Mettons qu'ils sont moins, quand ils sont moins bons, ils ont plus de soufflerie, ils vont peut-être rattraper un peu. La duo vient aider. Ben là, pour Red Bull, ça, c'est une autre histoire, là, Mhm. mais ça pour dire que pour Verstappen, il n'y a pas vraiment en ce moment de portrait global précis, comme je disais, mis à part Mercedes, qui est vraiment La on va dire référence, oui. l'écurie de demain, là. Puis je Mhm. mets des guillemets à la fin, là. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, Verstappen, c'est sûr que ses options, ça me nuise. D'un autre côté, quand tu es dans une autre écurie, puis tu vas aller chercher Verstappen, il faut que tu fasses de la peine à un de tes pilotes, un de tes bons pilotes. On va prendre l'exemple de McLaren, là, c'est facile à dire. S'il faut que tu rachètes le contrat de tes pilotes, s'il faut que tu déçoives un de tes pilotes, tu préfères le décevoir le plus tard possible parce que sinon la saison va être longue. Ouais. La base partisane aussi va être déçue. Oui, tout à Pas- fait, là. Autant qu'il y en a qui vont être contents de voir Verstappen arriver, il y en a qui vont être déçus de voir leur pilote. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à se dépêcher. Si c'est ça la nouvelle, il y a rien qui est gagnant de dire, faut qu'on l'annonce vite, sinon on va le Mm. perdre. Puis de l'autre côté, si dans le cas de Verstappen, de dire, ben, on se commet à un programme trop tôt dans la nouvelle ère de réglementation parce que tu peux C'est aussi bien vrai. te tromper. Parce qu'à date, Red Bull a supposément le meilleur moteur. Si Max Verstappen ne perd pas le contrôle de sa voiture à cause de l'aileron qui fait mal dans la Q2 en Autriche, il y a peut-être déjà une victoire. Je sais qu'on est dans les six, mais il est parti plus loin et il a fini deuxième. Après ça, ben, il s'en allait quand même pour un podium à Silverstone, même s'il n'était pas heureux. Il y a quand même des résultats qui ont été perdus. Puis ça, j'oublie de mentionner aussi la perte de contrôle, là, l'essieu qui avait barré en Australie là, dans la Ah oui, première oui, oui, hey, qualification. ça c'était quelque chose. Il y a beaucoup de résultats qui ont été sacrifiés. Vous allez me dire, ben, ça a rapport à la voiture, ça a rapport à ce que Red Bull fait, ça a rapport à tout ça. Oui, mais une fois que ça c'est réglé, comment ça Mhm. va aider? Même chose pour McLaren, si la fiabilité peut commencer à être au rendez-vous, ben, les résultats vont être là aussi. Mais c'est encore, comme tu mentionnes, c'est nébuleux d'un côté ou de l'autre. C'est pas tout ouvert de dire, ah oui, tout tracé, de dire, c'est vraiment eux autres. Puis, je vais même rajouter Aston là-dedans. Puis là, vous allez me dire, mais Martin, t'es fou, tu viens de dire qu'ils sont à deux T'es secondes. complètement sauté, Martin. Si on débloque, OK, encore là, j'y crois pas, mais si on débloque de façon miraculeuse, ça donne une option de plus aussi à Max, là. Ça donne plus de négociations, puis tu peux rentrer peut-être à Aston là-dedans si tu es capable de voir la lumière au bout du tunnel. J'en doute, mais je pense quand même que en se donnant du temps, ben, comme tu dis, il va avoir l'image plus globale de ce qui se passe, la hiérarchie, l'état des forces, puis après ça, il peut vraiment choisir la couleur ou la voiture qu'il va vouloir piloter l'an prochain, ça va être plus facile. Ouais. Sainz, lui, est en train de perdre patience hein, de son côté chez Williams. Là, en fin de semaine, là, je l'écoutais fin de semaine dernière mentionner que il pense que les améliorations, c'est pas assez, puis même ce qui va arriver, on continue d'aller un peu dans le champ, on s'en va un peu nulle part. Donc, c'est les premières fois que j'entends vraiment Carlos Sainz commencer à pointer du doigt l'équipe, puis on dirait un peu regretter ce qu'on lui avait promis, qui est pas en train de se concrétiser parce que on misait fort, là, dire, on va être une bonne écurie, on va être là, il roule complètement à l'arrière. On sait qu'il avait tourné le dos à ne pas vouloir aller dans un programme comme Audi. Vous Mhm. allez me dire, Audi fait peut-être pas si mieux que ça, mais j'ai l'impression que on part de plus loin, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on construit quelque chose peut-être de plus solide. Hülkenberg aussi, depuis le début de l'année, a des bons résultats. On l'aime bien, mais c'est pas parfait non plus. Il y a le lien Mattia Binotto, Carlos Sainz. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait avoir à l'œil, là. Peut-être pas dans cette année, mais à voir dans les prochains mois ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas quelque chose de long terme qui pourrait se tramer, de voir Carlos Sainz se retourner puis peut-être vouloir aller justement du côté de Mathieu Binotto. Ton côté, est-ce qu'il est un peu dans la même situation de dire c'est pas évident de choisir entre un ou l'autre? Si tu avais toi à choisir entre Williams et Audi, tu ferais quoi? Ben, en fait, on se remet un peu en arrière. C'est sûr, j'avais le Ouais. choix entre Williams et Audi. J'aurais été avec Williams parce que tout sur papier allait démontrer de l'amélioration. Mais là, ça livre pas la marchandise. Tu sais, il y a comme Carlos Sainz se dit qu'il avait confiance en James Vaz et en son programme. Là, on n'a pas les résultats qu'on veut. Puis Carlos Sainz, ben, c'est un pilote. Écoute, il arrivait de Ferrari, il avait des victoires, là. Il avait une voiture compétitive, il réussit à décrocher une victoire une fois de temps en temps. Donc, lui aussi a sa valeur marchande en tant que pilote qui en prend pour son rhume, là. Parce que Ouais. s'il veut se trouver un volant dans une écurie de pointe, tu sais, je crois pas que sa valeur marchande ait tant baissé que ça, là. Mais c'est sûr que si tu es tout le temps derrière tout le monde à cause de ta voiture, à un moment donné, ça se peut que les gens t'oublient, là. Il y a des miracles à la Sergio Perez chez Red Bull, là, il n'y en a pas souvent, là. Quand tu te fais sauver ta carrière à cause qu'il y a
un volant Ouais. qui s'est libéré. Il y a plus de Donc, Felipe Massa que de Sergio ouais, Perez. ouais, c'est ça, Ouais. là. Donc, tu sais, en plus, ben, Carlos Sainz, je me rappelle pas exactement de l'âge qu'il a, mais là, il s'en va vers la fin, là. Je veux dire, il est dans sa deuxième moitié de carrière. Donc, pour lui, il est temps que ça performe un peu parce que s'il se commet à des programmes, il veut pas rester dans une écurie de fond de grille et perdre ses plus belles années de F1 avec une écurie qui performe pas, selon les termes qui avaient été établis a priori. Carlos Sainz, de mémoire, il est pas loin de la trentaine ou Ah, il je l'a pense peut-être qu'il même y a déjà pas, il y a eu. peut-être 33-34, Ouais, parce Carlos qu'il est plus Sainz, vieux là. que la génération de Verstappen, il était déjà là. Tu sais, Attends, peut-être sérieusement, là, il a 31 ans, pardon, 31 ans, c'est Carlos ça. Sainz. Donc, Il a eu ça, il a dépassé la trentaine. Donc, comme c'est tu ça. dis, c'est ça. La tranche d'âge, là, ça passe vite, là. Tu sais, il se retourne de bord, le temps que son contrat se termine, il va être rendu peut-être début mi-trentaine ou quoi que ce soit. Puis Mhm. il y en a d'autres jeunes qui poussent aussi. Il y en a des bons qui s'en viennent. Donc, à surveiller pour Ouais. le marché des pilotes. Disons qu'on va en apprendre plus au cours des prochaines semaines. Puis la pause d'été risque d'être remplie de rumeurs et des fois, on a des confirmations qui se donnent aussi pendant ce temps-là. Eh bien oui, c'est ce week-end qu'aura lieu un des grands prix favoris et des circuits favoris de bien des partisans de Formule 1 et de course automobile en général. Pour une 59e fois, les Formule 1 seront sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique pour y disputer la 10e ronde du championnat sur ce tracé mythique de 7,004 km, 19 virages. Il y en a pas mal à droite, il y en a pas mal à gauche. On démêlera tout ça tantôt parce que François n'est pas certain. Hein. Des fois, on dit-tu gauche-gauche-droite dans le haut rouge, hein, comme qu'on parlait juste avant? En fait, tu quoi, entre le 1 et au rouge, il y a disons, sur certains schémas, il y a le virage 2 qui est comme le petit croche dans la pente en descendant. Donc, si ça c'est un virage, j'ai compté, je pense, 10 à droite, 9 à gauche. Mais là, écoutez, on s'embarquera pas là-dedans parce que ça se peut qu'on se trompe, là. Il n'est pas évident. Mais il y en a 19, ça, on est certain de ça. Il y en a qui sont peut-être un peu tirés par les cheveux, mais ça, c'est le même un peu partout. Puis quand on regarde, ben, 5 zones de ligne droite pour ce week-end, c'est beaucoup. Ça c'est beaucoup. On veut certainement aider le volet électrique. On veut pas Ouais. avoir cette traînée-là sur le dos pour rien puis faire forcer les batteries. Mhm. Les gommes choisies par Pirelli, C2, C3 et C4, c'est un petit peu plus dur que ce qu'on avait l'année dernière. Je ne sais pas Ben, l'année pourquoi qu'on fait dernière, il ça. n'avait pas sauté une gomme. Il n'avait pas mis genre C1 avec C3, C4. Il n'avait pas fait un Ah, genre c'est. de. Tu te Non. rappelles-tu, il y avait, tu sais, des C'était à fois, il sautait Imola une. qu'on avait commencé ça. C'était à Ben, Imola ou j'ai c'était. j'ai entendu la gang de Jean-Paul Montoya avec Alex Brundle, puis Ça se peut, parce qu'on était plus ouais, tendre. Mais tu as raison qu'on avait peut-être sauté pour la gomme dure, puis ça avait fini qu'il ne l'avait pas utilisé pas en tout. ouais, des fois c'était ça, Ouais. là. Ouais. On avait vu ça l'année dernière. Je ne l'ai pas revu cette année, ce genre de petit concept de on va vous mettre C1 puis on va passer à C3 et C4 après. Je n'ai pas revu ça. Mais on avait trouvé ça, balle courbe que tu aimais ça dire, toi. Ouais, je me rappelle qu'il était. Je l'avais dans mes notes qui était un peu plus tendre l'année dernière, puis même je trouvais ça drôle. C'est pourquoi on va un peu plus dur cette année? On va tellement plus loin avec les trains de pneus. On a de la misère à avoir des sessions à 2 arrêts. On se rappelle que il y a de ça 2 ans, lors de la victoire de Russell, qui finalement avait été disqualifié, ben, c'est ce qu'on avait essayé du Mm. côté de Mercedes, de pousser vers un arrêt, mais en leur donnant les gommes un petit peu plus dures, on vient pas un peu faciliter ça et ouvrir la porte à ce que ça soit le cas au cours de la fin de semaine. En tout cas, c'est peut-être une des alternatives. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé Pirelli à aller vers ces gommes-là? Je le sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose qui nous dérange dans les nouvelles voitures. Il y a un point de stress qui est amené par peut-être le volet électrique, par le poids des voitures, j'ai aucune idée, mais Explosé. qui fait en sorte qu'on ne veut pas oser d'aller avec les gommes les plus tendres partout. C'est sûr que c'est le tracé le plus long. Hein? Ouais, Il n'y a pas tout un à fait. tracé. Fait on a-tu peur qu'à la fin, on manque de gomme au bout des lignes droites? On ne le sait pas. C'est ceux qui ont plus de données que nous pour aller là. Mais c'est quand même quelque chose qui a attiré notre attention. Puis tu fais bien, François, de le ramener avec ça, que c'est vrai, on avait peut-être joué un petit peu avec ça l'année dernière. Là. Mais souvent, plus souvent qu'autrement, j'aimais ça, mais ça faisait qu'on délaissait un peu la gomme dure, puis personne n'allait vers là. Puis là, on faisait le week-end à deux types de gomme. Il faudrait réévaluer si vraiment ça créait quelque chose, ça y allait au niveau du spectacle, mais du moins, on a décidé
de ne plus le faire. Si on parle de Spa, là, toi, je sais que tu le cours de différentes manières. C'est un circuit qui a des courses d'endurance aussi. C'est un circuit qui sert à beaucoup de choses, là, pas juste à la F1, la F2, la F3. Il y a plusieurs types de monoplaces qui vont là. Mais ça reste que c'est toujours aussi impressionnant. Puis les particularités du fait que il peut pleuvoir en haut, mais pas en bas. Il peut faire beau. Il peut faire beau au départ, puis finalement, ça finit que tu dis, on l'a pas vu venir, cet orage-là. Donc, il y a vraiment un côté imprévisible qui vient avec cette montagne-là en Belgique. Je veux que tu nous en parles un peu parce que je t'ai déjà vu, moi, courir sur ce circuit-là. Puis même, je t'ai déjà vu être en maudit pour prendre des pénalités de limite de piste parce que c'est pas évident, ouais. C'est pas évident, je sais. Fait que si tu veux parler un peu aux gens de ton ressentiment envers ça, parce que je sais que le fait qu'on va le déplacer, que là, l'année prochaine, on va y retourner, mais qu'après ça, on va sauter des années qu'on n'ira pas toujours en Belgique. Tu n'étais pas parmi les grands partisans de cette décision-là. Bon, ouais, mettons, si on parle de cette question-là en particulier, c'est sûr que c'est un des circuits préférés des fans et des pilotes. Pourquoi? Ben, c'est un bon un circuit des vieux de la vieille. C'est un vieux circuit. D'ailleurs, il était beaucoup plus grand que ça à l'époque. On se promenait un peu dans les routes là, autour. C'est un de ces fameux circuits là, qu'on avait dans les années 50, puis voire peut-être même avant, puis on se promenait sur les routes de campagne. J'ai vu un tour de simulateur parce que tu peux l'avoir dans certains jeux de simulation, Martin, où que tu as l'ancien circuit de Spa-Francorchamps à l'époque, là, comme dans le temps, avec les balles de foin sur le côté, les poteaux Affaire de 14 km. Ah ouais, une affaire de fou, là. Donc maintenant, on a rétréci ça un peu, mais ça reste quand même le plus long circuit, le plus long tracé. Moi, je l'aime beaucoup, puis tu sais, c'est juste de penser qu'on pourrait l'enlever. C'est parce que quand on enlève des classiques comme ça et qu'on laisse des circuits avec moins d'héritage un peu, moi, ça vient me chercher. Mettons, on va nommer le Qatar, là, tant qu'à fesser sur un clou en particulier. Donc, il y a ça, moi, qui m'agace un peu. Mais je préfère le voir une année sur deux que de le voir disparaître au complet parce que ça a déjà été mis sur la table. C'est un bon Maintenant, le compromis. circuit, c'est ça. Maintenant, ce circuit-là, un temple de la vitesse extrêmement coulant, beaucoup d'élévation. On est encore une fois en forêt. Il y a beaucoup de virages mythiques ou de sections mythiques. Hein. On pense à la source, qui est le premier virage, qui n'est pas tout à fait un virage en U, mais pas loin. Là. Et puis ça, c'est ce qui met la table pour le fameux haut rouge. C'est le plus lent, hein, soit dit en passant, le plus lent du calendrier. Un des plus lents, là, c'est parce que. Ben, à part celui de Monaco, mettons. Ouais, Là, Bakou, Monaco, là, ben, c'est très, très lent. Là, parce que il est très lent, oui, ça, c'est sûr. Tu pars à toute vitesse, les voitures, l'accélération, puis tout le monde s'arrête pour disputer le virage. Là. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent au premier virage. Puis c'est là, au début du halo de sécurité, où on avait vu, je pense que c'est peut-être Charles Leclerc qui s'était fait grimper dessus, puis il a passé, il aurait pu se faire vraiment. Par Alonso. C'est là que j'ai fait, hey, ouais, c'est Alonso, ouais, je pense que c'est exactement ça. Ouais, Alonso s'était fait frapper, puis avait été passé, il me semble que c'est ça par-dessus Charles Leclerc. Je pense que tu as exactement raison. J'étais pas sûr de nommer Alonso, mais maintenant que tu en parles, c'est vraiment l'idée que j'ai. Fait que j'avais fait, hey, le halo de sécurité, chapeau. Donc, Hülkenberg qui avait frappé Alonso. Excuse, c'est Hülkenberg qui avait frappé domino, Alonso. c'est ça. Fait que Hülkenberg, Alonso, par-dessus Leclerc, sauvage de vie, on est content. Et fameux haut rouge, la montée du Radillon, qui est un des virages les plus dangereux, par contre, dans la course automobile en général, parce que il n'y a pas beaucoup d'améliorations qui ont été faites de ce côté-là. Et lorsqu'une voiture est projetée sur les murs et revient en piste, c'est là que Antoine Hubert, de mémoire, c'était son nom, était décédé là, en F2. Il y a d'autres décès qui ont eu lieu là parce que les voitures arrivent, c'est un virage aveugle, donc ça c'est particulier, mais je voulais quand même le souligner. La fameuse droite Kemmel, la Kemmel Street avant le virage des Combes, qui est la droite de prédilection pour dépasser. C'est une très longue ligne droite, donc au Rouge Radillon, mettre la table pour cette longue ligne droite-là, où l'aspiration rentre en ligne de compte. Un beau dépassement peut se faire. Et on parlait l'autre fois du balado de Simon, là, Race to Remember, ben, le fameux dépassement là, de Mika Hakkinen sur Michael Schumacher avec Ricardo Zonta au centre. C'est là que ça s'était passé. Et pour ce qui reste du reste des sections de ce circuit-là, les virages Bruxelles, tout ça, bon, en allant vers Blanchimont, c'est très coulant, c'est très rapide, c'est super spectaculaire pour les spectateurs parce que on voit les F1 là, à toute vitesse dans des courbes extrêmement rapides. Donc, c'est plaisant de voir les F1 modernes évoluer là-dessus. On a vraiment l'impression de vitesse. Et puis, comment dire, man, pour moi, c'est vraiment un circuit que je veux laisser là. On a beaucoup de classiques
de suite, hein, on a eu Autriche, Silverstone et Oui. Spa. On est en train de faire tous nos classiques d'un coup sec. Puis un circuit qui est très plaisant à piloter parce que tu le sais que si tu es capable de garder contact avec un pilote, il y a des dépassements qui peuvent se faire et rouler à deux de large dans ce circuit-là, c'est plaisant. Donc, beaucoup de belles choses à faire. Puis j'ai des beaux extraits vidéo d'ailleurs sur mon canal YouTube là, dans ce circuit-là. Donc, j'affectionne particulièrement. Moi, ce que j'aime aussi, c'est les secteurs, comment ils sont particuliers. Faut que tu fasses un compromis. Quand vient le temps de régler ta voiture, de compromettre, d'avoir les bons Oui, réglages, puis d'aller chercher vraiment la bonne fenêtre de performance, tu dois des fois juger de dire, OK, moi, je vais être rapide dans le secteur 1, je vais en sacrifier un petit peu dans l'enchaînement de virages du secteur 2 pour dire, pour en garder pour la 3. Puis là, après ça, tu fais des calculs. Est-ce que c'est suffisant de dire, je suis très rapide dans le 1, je suis quand même assez rapide dans le 3, mais ce que je perds dans le 2, est-ce qu'au bout du compte, ça va me pénaliser ou je vais quand même être le plus rapide pour aller chercher la pole position? On l'a vu tout récemment, justement, avec Verstappen, où il était capable de se sauver avec moins d'appui, d'être ouais. capable de résister les secteur 1 et secteur 3. Puis tu avais Oscar Piastri qui était complètement dominant avec sa McLaren au milieu du tracé. Donc ça, c'est tout un calcul de la part des ingénieurs et de la part des écuries de dire c'est quoi le compromis qu'on va faire parce que tu peux pas tout avoir. À moins vraiment d'avoir une voiture extrêmement dominante. Puis là, on l'a vu dans les améliorations qui ont été apportées. Les équipes favorisent beaucoup d'aller avec plus d'appui aérodynamique. C'est pas ce qu'on voyait par le passé parce que on en avait plus d'appui. Donc, on pouvait se dire, oh, on va y aller avec le minimum de ce qu'on a déjà. On est capable de générer avec la voiture. Puis le reste, on va essayer de maximiser la vitesse de pointe. Alors là, on le sait qu'avec les nouvelles réglementations, c'est ce on se plaint beaucoup, là, les pilotes. On a perdu énormément d'appui aérodynamique sur la voiture. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec des stratégies beaucoup plus agressives pour le week-end. Tu mentionnais tantôt la montée qui est complètement incroyable. C'est 8 étages, hein, l'équivalent de ça. Donc, pensez à ça. Là, c'est comme s'il y avait un édifice de 8 étages dans les débuts du circuit qu'on est obligé de monter là. Puis, pour les gens qui se demandent, là, c'est où, si vous écoutiez la pratique, là, Sergio Perez, je ne sais pas si tu l'as vu, François, si tu l'as attrapé, mais il a décidé de monter, de faire la montée quand même, puis d'arrêter en haut, puis de se ralentir sur le côté, pendant que Carlos Sainz le suivait. Il arrive Ah, complètement à l'aveugle. Sainz, là, le moment qu'on dit là, que le pilote voit le ciel, puis après ça, il se ouais. replace dans le dénivelé, puis là, il voit ce qu'il y a là. Il y avait Perez qui était là, qui était en train de ralentir. Il était pas content. Mais c'est à se demander de dire c'est quoi qui a passé par la tête. C'est pas ses premiers moments en course automobile, là, Sergio Perez, là, de dire ah, il y a quelqu'un qui s'en vient dans la montagne. Non, non, tu accélères, puis tu gardes ta vitesse, puis il y a de la place en masse après ça pour le laisser passer. Là. J'ai pensé à toi, je me suis dit, il y a pas juste, il y a pas juste Carlos Sainz, tous les pilotes qui ont déjà été sur Sport FX, ben qu'est-ce qu'ils viennent de faire là? Je sais pas si tu l'as attrapé, là, mais Oui, ben en fait, moi, ça me fait toujours, pas juste ça, mais ça me fait toujours capoter lorsqu'un pilote prend une décision dangereuse, parce que c'est tous des pilotes d'expérience. À la sortie d'un virage aveugle, là, c'est jamais, jamais, jamais le meilleur endroit pour lever le pied ou quoi que ce soit, parce que tu sais que les autres vont arriver, le pied au plancher. Donc, non, moi, je trouve ça bizarre qu'il y ait des pilotes chevronnés comme ça. Tu sais, je sais pas, des fois, ils sont peut-être déconcentrés, là, je peux pas non plus me mettre dans leurs bottines. Puis je te dis pas que j'ai jamais fait d'erreur non plus derrière mon simulateur, mais ça reste que c'est des professionnels de la course. Donc, ils devraient le savoir, surtout à cet endroit-là, qui est comme vraiment un des endroits les plus dangereux, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, là. Si les autres ils se rentrent dedans, ah, après ça, il y en a un ouais. troisième qui arrive, je préfère pas rentrer dans ces détails-là, là. Donc, Non, non, mais tu l'as fait tantôt d'une certaine façon, parce que ouais, c'est oui, ça. Fait c'est que l'endroit qui a coûté la vie. Antoine Hubert, puis un pilote néerlandais, malheureusement, j'ai pas en son nom. GT3, me semble, en Ouais, c'est Lamborghini ou en Audi, je me rappelle plus trop, là. Ouais, c'est vrai. Ça fait pas si longtemps que ça. c'est un Puis, nom pas facile à nommer là, non plus. Là. C'est un néerlandais, mais c'est ça, c'est un ouais, jeune pilote qui avait perdu la vie aussi à cet endroit-là, parce qu'il y a le fameux T-bone là, qui fait que ouais. le mur est pas loin, tu perds le contrôle, tu frappes, il y a des grosses chances que tu vas revenir en piste, puis qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, qui voit pas où ce qu'il va, parce que lui aussi, il voit le ciel pendant un certain moment à Mm. cause que le dénivelé, puis là, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a Ben, quelqu'un c'est que la voiture est capable de prendre un certain choc, mais elle a déjà subi des dommages ouais. avant de revenir en piste. Et là, c'est ces deuxièmes chocs-là, souvent, que les voitures sont pas adaptées là, pour prendre autant
on va dire en anglais, take a beating, là, mais autant de coups que ça. Donc, j'espère qu'un jour, ils vont avoir une idée de génie pour corriger ça à cet endroit-là. C'est un circuit qui a des particularités. On le sait, on le dit depuis tantôt, on est en train encore de les dresser avec le niveau sécurité. Ça cause aussi son lot de problèmes avec la nouvelle technologie. On le sait, d'emmagasiner de l'énergie. On arrive sur le tracé le plus long, on Mhm. commence à se dire, ouf, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va être capable de gérer ça sur un tour complet? On a déjà vu la première essai libre, on a vu la deuxième aussi. Et ça semblait pas si mal, mais ça semble quand même un niveau qui va faire partie de la stratégie tout au long du week-end, de dire comment on décide de déployer notre énergie, où on le fait, puis où on en ramagasine pour être capable justement d'être le plus performant sur un tour complet. Le lot de sécurité aussi que tu mentionnes vient aussi dans les mots de tête, surtout du côté de Red Bull, parce que dans les dernières semaines, on a vu notre pilote toute étoile, Max Verstappen, perdre le contrôle de sa voiture à cause de des ennuis d'aérodynamique, le mécanisme à l'arrière qui ne ferme pas assez vite. On n'a pas d'appui lorsqu'on pense qu'on en a. On arrive dans un virage à plus de 300 km/h et Mm. ce qui est supposé nous aider à tourner ne fonctionne pas. Et finalement, on perd l'arrière de la voiture. C'est le genre d'endroit où ce que ça peut pas arriver. Et on a été Non, très, c'est ça. très... Il faut que quand tu fais confiance à ta voiture, à ta mécanique pour te garder sur la piste, là, ça, c'est un des pires endroits. Oui, c'est un des. Fait que ça peut pas arriver parce que les conséquences pourraient être beaucoup plus graves. On l'a échappé belle en Autriche, on l'a échappé belle à Silverstone, Ouais. mais Spa, notamment en haut, si le mécanisme ne se referme pas avant de monter la côte, je ne veux même pas imaginer ce qui va arriver en haut de la côte. Fait que c'est que là, c'est pour ça que la FIA est rendue dans le dossier. On regarde ce qui se passe du côté de la Macarena Wing, autant du côté de Max Mhm. Verstappen, Red Bull, que du côté de Ferrari. Malheureusement, Ferrari est encore pris au milieu de tout ça. Nous, on a créé quelque chose, on l'a bien fait. On l'a bien fait jusqu'à maintenant. Nos pilotes, ça semble être en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de tout ça, mais il y a quelque chose qu'on semble faire mieux. Et de l'autre côté, Red Bull qui a imité ça, qui a dit, ah, ça semble une bonne idée, on va le faire nous aussi à notre manière, ben, semble ne pas avoir tout à fait compris comment le faire. Et puis là, tous les coups, ben là, la FIA fait, bon, on va regarder les deux mécanismes. J'espère juste qu'on ne partagera pas des informations, on ne devrait pas le faire, et dire, ah, ben, c'est parce que vous ne Ah le non, faites pas non. comme ça, ou qu'on n'obligera pas l'écurie Red Bull à le faire d'une certaine manière qui va quand même vendre la mèche là, que ah, ben, c'est comme ça, faut que tu le fasses parce que les autres le font, puis on a trouvé qu'est-ce qu'il y a de plus sécuritaire. Mais quand même, il y a une enquête de sécurité qui est faite du côté de la FIA pour voir, essayer de comprendre ce qui a pu arriver dans les dernières semaines parce que c'est quelque chose qui va servir à dire est-ce qu'on bannit complètement le système à rotation ou on tolère de le faire, mais on essaie de mieux l'encadrer ou quoi que ce soit. Ça reste à voir, on va en avoir plus au cours des prochaines semaines. Mais du côté de Red Bull, on a quand même pris la décision de déclencher une enquête à l'interne et de ne pas utiliser cet aileron-là au cours du week-end. Donc, on n'aura pas la fameuse Macarena Wing. On a retourné au concept de base qu'on avait avec une petite évolution. Là. On a compris un peu plus depuis le temps, mais soyez pas surpris de voir le mécanisme que Red Bull avait au cours des derniers mois, dernières semaines, on ne l'aura pas du côté de Spa. Es-tu surpris, toi, de voir la FIA venir regarder ce qui se passe, de regarder aussi du côté de Ferrari, mais de voir même Red Bull dire, ben nous, on ne l'utilisera pas, Laurent Mekies dit, on va faire un pas en arrière, mais c'est au nom de la sécurité, puis c'est au nom de mieux comprendre ce qu'on fait. Ben, je suis pas surpris de voir la FIA mettons, enquêter là-dessus parce que c'est un système qui est peu orthodoxe. Vu qu'il n'est pas adopté par la majorité des gens, c'est quelque chose de particulier. Donc, oui, c'est normal qu'on puisse douter, on va dire, de la solidité ou de la fiabilité d'un système comme celui-ci. Maintenant, je ne suis pas non plus étonné que Red Bull eux autres aussi doivent faire leur enquête. Ils veulent pas, ils veulent du résultat. Ils veulent la fiabilité. Donc, ils veulent pas avoir une autre voiture dans le mur et ils veulent aussi assurer la sécurité de leurs pilotes parce que, comme tu l'as dit, c'est le genre de circuit là où si quelque chose comme ça arrive, c'est un circuit hyper rapide. Là. On parle pas juste de Rouge Radillon, mais n'importe où ailleurs. Là, c'est vraiment des virages hyper rapides. Donc, c'est pas long que la voiture peut décrocher. Lorsque la voiture décroche à cause qu'un aileron ne se referme pas, on appelle ça faire un do-un, soit dit en passant. Et puis, non, je savais que t'aimerais. Ah ouais, Et Jack. c'est ça. Donc, je suis pas étonné de ni l'un ni l'autre. Là, c'est ça. Faut tester la fiabilité de ça. Est-ce que c'est vraiment ça tu sais, qui est en cause? Red Bull fait bien tu sais, Silverstone, ça fait pas très longtemps, hein, donc ils n'ont peut-être pas eu le temps de tout vérifier. Donc, l'important, c'est d'assurer une sécurité, un certain résultat, puis de faire nos devoirs. Après ça, on verra s'ils la ramènent.
Parce qu'on sait qu'on a un délai qui a été mis dans le livre de règlement, que l'actuateur qui fait la rotation doit refermer l'aileron dans ce Ouais. délai-là. Parce qu'on nous autres, on calcule que. C'est pas 4e, quelque Oui, chose comme ça? exactement. Ouais. Tu le 4e, 4 millième de. En tout cas, ouais, Ben, en tout 4 cas. millièmes, c'est rapide, là. Non, c'est Je 4 pense que c'est, je dixièmes. pense, je pense que C'est c'est 4 4 dixièmes de seconde, 4 ouais. dixièmes, exactement, point 400. Fait que ça doit se refermer dans ce délai-là parce que nous autres, dans le fond, le calcul est fait que ça laisse suffisamment le temps à la voiture de revenir à sa position normale, d'être capable d'arriver dans la zone de freinage, appliquer sur la pédale de frein et être capable de tourner. Donc, si on commence à jouer avec ce délai-là, et c'est ce qu'on croit qui arrive, c'est qu'au bout de la ligne droite, dans le fond, l'actuateur essaie de fermer la rotation, mais il y a tellement de vent qui rentre. Ouais, il y a du Ça fait. stress qui est appliqué Ouais, sur l'aileron, là. exactement. Fait que la petite restriction fait que l'aileron ne ferme pas tout de suite lorsqu'il y a des vents Mm. contraires ou un gars, peut-être comme Verstappen, qui prend plus de temps à peser sur la pédale de frein parce que ça aussi, ça peut l'activer. Fait qu'est-ce que c'est le fait Ouais. que qu'il appuie sur le frein, ben là, à ce moment-là, c'est sûr que ça vient changer la stabilité de la voiture. Ça donne un grand coup. L'aileron ne ferme pas au complet. Puis là, à ce moment-là, ben, tout l'appui se perd. Puis là, on part en tête à queue. Ou en Douin, comme tu viens de dire, qui était très, Ouais. très bon, qui faisait allusion, bien sûr, à Jack Douin, qui n'avait pas fermé son DRS au Japon, Au si je me rappelle. Japon, Ah oui. ouais. Un autre endroit où c'est une bonne idée d'avoir ton appui si Ah, tu veux Seigneur, oui, tourner là. surtout ce virage-là, là. Ah, Ouais, Seigneur. exactement. Donc, trajectoire technique présentée par nos amis de service d'outils FGL, qui sont votre stratégie gagnante pour des produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Justement, cette semaine, mon père voulait un Weed Eater Makita. Il voulait remplacer le sien, que ça faisait plus de 10 ans qu'il avait. Puis il m'a dit, Martin, peux-tu lâcher un petit coup de téléphone à tes amis de service d'outils FGL? Puis, j'ai fait l'étude parce que c'est le fun, tu sais, c'est des commanditaires pour nous, puis ils nous aident, puis c'est une compagnie familiale que je connais depuis des années, troisième génération, puis tout ça. Puis je sais que dans le temps, là, quand il fallait que je fasse affaire avec mon travail, ben, il fallait que je vérifie les prix. Tu sais, parce qu'il faut faire ça, puis Mm. j'encourage les consommateurs à le faire quand même, avec les réalités d'aujourd'hui. Puis en faisant une courte comparaison entre services d'outils FGL et puis une autre compagnie que je nommerai pas parce que c'est pas utile pour vous, ben, cette autre compagnie-là était 100 dollars plus chère. 100 Ouf! dollars plus cher. Puis là, ça, c'est avant que Service d'outils FGL décide de dire ah, on va te faire un prix parce que j'en ai pas demandé. Là. Tu sais, c'est le Mm. prix de base au téléphone du gars qui sait pas je suis qui, que je sans donner mon nom, vous appelez, vous n'avez pas de compte avec eux, rien. 100 dollars moins cher en partant d'économie. Je trouvais que c'était une bonne idée d'en parler parce que dans la réalité d'aujourd'hui, François, là, avec 100 l'inflation. dollars, Ouais. c'est un autre outil. Exactement. Deux pour Exactement. un, ça. C'est ça. Ouais. Fait que, ou certains, des fois, les compagnies de construction avec les gros trailers et ces affaires-là, 100 dollars, c'est le déplacement juste pour aller chercher l'outil qu'on sauve. Fait que Mhm. c'est beaucoup d'argent. Fait que je voulais quand même Tout à vous leur en honneur. faire part. Ouais, exactement. C'est le fun d'encourager Québécois. Puis en plus de sauver de l'argent, des fois, on le sait, on se dit, ah, ben, je vais encourager local, je vais payer un petit peu plus cher. C'est rare que ça marche à l'inverse, de dire, j'encourage chez nous, puis en plus, je sauve de l'argent. Donc, trajectoire technique, il y a beaucoup d'améliorations au cours de la fin de semaine. Beaucoup d'écuries, comme on disait, apportent des configurations à faible appui aérodynamique, donc des ailerons qui vont larguer beaucoup de traînées, mais qui vont excusez-moi, à appui aérodynamique agressif. Donc, oui, on va avoir plus de traînées, mais on veut aussi des mécanismes pour être capable d'en libérer lorsqu'on n'aura pas de besoin. Du côté de McLaren, on apporte une nouvelle forme d'aileron, mais ce qui retient surtout mon attention, c'est Racing Bulls. Racing Bulls qui fait très, Oui. très bien au cours des derniers week-ends. On apporte une grosse amélioration au grand désarroi de ceux qui courent après eux, comme Alpine, Audi et compagnie. De dire, ah, Oui. vous avez des choses en ressources en banque pour continuer de gagner de la performance. Et ce que je trouve impressionnant, c'est la méthode qu'on a choisie parce que on Ben l'apporte oui. sur seulement une voiture, OK? J'ai trouvé ça extraordinaire. Ben oui. On dit on peut juste l'apporter sur une voiture parce qu'il y a des modifications à faire au niveau du châssis, au niveau de l'attachement. Alors on se dit, on a tout vu ça d'avance, on a prévu le coup. Fait que du côté de l'Autriche, on a informé les pilotes du côté du directeur Alan Perman, puis il a dit ben moi je pourrais pas vous donner l'amélioration en même temps, je ne veux pas faire de chicane, donc j'essaie de penser Mhm. à un système, je vous mets la nouvelle. Puis là, on a décidé de dire on peut faire un pile ou face, on peut tirer un nom d'un chapeau parce qu'il ne veut pas nécessairement défavoriser un pilote ou l'autre ou prendre la Ben ouais, décision non, de, c'est sûr. c'est ça, de se ranger d'un côté ou de l'autre. Finalement, il dit, bon, on peut faire ça le fun, puis dire, celui qui sera devant l'autre, qui aura la meilleure qualification à Silverstone, aura l'amélioration, la seule qu'on est capable d'emmener de l'usine, et l'autre attendra par la suite. Fait que finalement, c'est Arvid Lindblad qui s'est qualifié devant Liam Lawson.
Donc, c'est lui au cours du week-end qui aura l'avantage sur son coéquipier. Et on dit que on ne va pas retourner dans ce genre de compétition-là. Donc, la prochaine fois qu'on apportera quelque chose de Ouais. l'usine, bien sûr, on va égaliser du côté de Lawson. Un jour, on va lui donner la même amélioration. Mais lorsqu'on aura d'autres choses dans un scénario semblable, ben là, on ira du côté de Liam. On ne va pas faire une autre compétition. Tu as trouvé ça Moi, comment? ben, Je t'entends rire, tout ça, parce que ben ouais, fun, j'ai hein? trouvé ça Ouais. extraordinaire. Ben, au début, Perman, il disait en plus, il dit, au début, j'ai dit, ben, on va juste pas l'amener, l'amélioration. Puis Ah, là, les pilotes ouais. ont fait, ben non, on pouvait pas faire ça, mais c'était pas une idée qui caressait pour le vrai. Ils voulaient voir leur réaction. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un bon tournoi traditionnel de roche-papier-ciseaux en 2 de 3 là. En Mais, direct sur Internet. ouais, c'est ça. Mais non, j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il a fait, tu sais, rendre ça ludique un peu, qu'il y a une petite compétition là-dedans, puis c'est de bonne guerre. Donc, c'est quasiment mieux. Tu sais, chacun a son destin entre ses mains. On y va pas avec la chance, là, on y va vraiment avec la performance, donc c'est bien. Puis, tu sais, Lawson aurait pu l'avoir autant que Lindblad, donc chapeau à Lindblad de l'avoir décroché. Puis oui, comme tu dis, ils vont le donner la prochaine amélioration. À Liam Lawson, si c'est le cas, qu'ils vont juste en apporter une seule sur les deux voitures, là, mais ça, on verra. Mais je trouvais ça intéressant de la part de Permain d'avoir fait ça. Tu sais quoi, ma seule déception, Vas-y. c'est qu'on le savait pas à Silverstone. C'est vrai, ça par Ça, exemple, ça hein? aurait été intéressant de voir. Bon, lequel des deux Il va va performer avoir, le plus? écoute, Ouais. les Ouais. caméras auraient été sur eux autres, on aurait C'est regardé, vrai, ça. hein? Ça aurait pu être un bon stunt publicitaire, ça. C'est ça, on Ouais. n'a pas voulu Une belle mettre occasion le manquée. stress, mais moi j'aurais vraiment aimé ça, là, tu sais, de savoir qu'il y avait cet enjeu-là entre les coéquipiers. Ben, c'est peut-être quelque chose qu'on aura plus à l'œil, ça va peut-être donner l'idée justement à d'autres écuries de faire ça, parce que normalement tu vas toujours aller plus orienté vers le classement au championnat. Tu vas dire, ben, celui qui est en avant au championnat reçoit les améliorations. Des fois aussi, ça peut dépendre du pilote, comme on avait vu à Montréal. Oscar Piastri voulait les améliorations. Lando les voulait, mais Oscar les voulait pas. Dans le temps aussi, ça avait été avec Lewis Hamilton à Monaco, il ne voulait pas le nouvel aileron. Des fois, on laisse choisir les pilotes, mais ce côté compétition-là. Encore là, on voit que c'est rafraîchissant. Le message chez Racing Bulls, c'est une nouvelle approche. C'est une approche de développement avec les jeunes. Puis on fait bien. Sous la direction, c'est Tim Goss, de mémoire, qui est directeur technique qui fait la voiture. Puis Alan Perman. Donc, on est vraiment en train d'assembler quelque chose de bien. Puis on continue là, de se réinventer. Les améliorations arrivent je dirais, on pourrait dire à un bon moment, si on veut continuer de conserver ce qu'on a, on est sur une séquence gagnante, à être constamment dans le top 10, être capable de bien faire, parce que là, on apporte des améliorations du côté de Alpine aussi. Ils sont à un point de différence au championnat, ces deux équipes-là. C'est ça. Puis Ferrari, là, pour vous dire, là, ceux qui sont dans la compétition au titre, Ferrari n'a pas rien pour le week-end. Donc, on continue de développer sur nos améliorations moteurs. Du côté de McLaren, je mentionnais bien sûr le côté aérodynamique, mais il y a aussi le fait qu'on va finalement intégrer l'amélioration fiabilité sur le moteur Mercedes. En même temps que je dis ça, ben, la EL1 a été sacrifiée au complet du côté de Piastri pour un problème. Puis Mm. après ça, ben, il a fallu qu'on remonte ça un peu plus tard. Donc, ça va être à surveiller, mais on pense qu'avec cette amélioration de fiabilité sur notre moteur Mercedes, ça nous laisserait aussi le luxe de demander plus de performance et d'aller chercher une meilleure fenêtre d'exploitation. Donc, ça sera à suivre au cours du week-end. Il y a bien sûr les pénalités qui ont retenu l'attention. Lando, on fixe un nouveau contrôle électronique sur sa voiture. On a le droit à 3. On est au 4e, donc ça l'envoie 10 places derrière. Donc, peu importe sa qualification, il va devoir reculer de 10 places. Du côté de Isaac Hadjar, ben, on a fixé un nouveau moteur avec les pénalités qu'on va avoir. Donc, tout est nouveau. Ça sera à l'arrière de la grille. Donc, il va partir à l'arrière de Lando Norris, probablement à l'arrière de Lance Stroll qui va reculer de 10 places. Mais comme on change plus jusqu'à maintenant, là, aux dernières nouvelles, ça devrait être quand même Hadjar qui part derrière tout le monde. Et OK. Alonso, on est encore en train d'évaluer. Aussi, pour Lance Stroll, c'est un nouveau MGUK qu'on a changé sur sa voiture. Ça, c'est la réalité. Hein. Depuis le début de l'année, on a des problèmes de fiabilité, mais les Mm. allocations n'ont pas été modifiées tant que ça au cours des dernières années. Donc, des pénalités, là, on va commencer, là, puis on va en avoir pas mal. On est à la 10e ronde, François, là. Puis, d'après moi, ça va venir, ça va faire Ouais. partie de notre quotidien, ça, là. Ben, pour une écurie comme Aston Martin, ça change pas grand-chose Non. au résultat du départ. C'est juste qu'à un moment donné, à force d'amener toujours des pièces ou de remplacer certaines composantes, ça coûte cher aussi, là.
Le J'ose croire budget. que, tu sais, il y Ouais. a un budget qui passe là-dedans. Là, donc, mais je je suis pas inquiet pour Isaac Hadjar parce que d'après moi, il va dépasser les deux Aston Martin assez rapidement. Les Cadillacs, les Williams, on peut déjà Mhm. on va avoir, ben ça rend ça intéressant en sport. On l'a vu beaucoup au cours des dernières années. On allait là un petit peu plus tard dans la saison, puis les pénalités, c'était une place où ce que tu prenais ton nouveau moteur parce que justement, Ouais. ça va te donner quelques dixièmes de plus qui vont t'aider en performance pour faire des dépassements. Puis deux, c'est pas la Hongrie où ce que t'es coincé à l'arrière. Tu peux quand même te déplacer puis profiter justement de la ligne droite pour compléter beaucoup de dépassements. Et ça rend ça intéressant à la télévision aussi, qu'en fin de semaine, on va avoir une McLaren puis une Red Bull qui remonte le peloton et de voir à quelle vitesse ils vont le faire aussi. Puis Ouais. comment ils vont compléter ces dépassements-là avec des stratégies différentes. C'est le fun, les pénalités en F1. L'année dernière, on en a vu un peu moins parce que la fiabilité était rendue parfaite. On connaissait nos moteurs, ça faisait longtemps qu'on les développait, puis on était vraiment rendu du côté fiable. Mais là, qu'on commence déjà à la ronde 10 à voir ce type de pénalité-là, on sait que Verstappen, on met un moteur neuf. La plupart des écuries ont des moteurs neufs là, en fin de semaine. Là. Fait que c'est sûr que l'avantage que Norris et Isaac ont va peut-être être moins grand. Sauf que la raison pourquoi on n'a pas des pénalités, c'est que dans notre allocation, on n'est pas à la fin. Sauf qu'on prend quand même des nouveaux moteurs. Donc, va falloir qu'on commence à payer quelque part aussi, même si on n'a pas dépassé les allocations pour chez certains. Là. Mais c'est quoi qui rend ça intéressant, je trouve, quand même, cette portion-là. Là. Ouais, tout à fait. Puis, je- ben, ça a toujours été, il y a toujours eu de l'action lorsque les voitures de devant le peloton partent un peu plus loin. Oui. On se rappelle surtout quand il y avait tu sais, à l'époque où les voitures étaient hyper dominantes, on parle, mettons, de la Red Bull ou de la Mercedes, on savait que si un Lewis Hamilton partait 15e ou 20e, il risquait peut-être même de gagner la course. Là, on n'a plus ça à cette heure, là. Donc, c'est de voir combien ils peuvent aller en chercher parce que c'est comme plus difficile maintenant d'aller gagner autant de positions que ça. Les voitures sont pas. Il n'y a pas de voiture hyper dominante qui va comme faire Ah, on sait qu'il va gagner la course pareil, même s'il part dernier, comme on l'a déjà vu avec Verstappen ou Hamilton à une certaine époque. Fait que oui, non, moi je veux qu'il y ait un peu de piquant, puis ces batailles-là ces bagarres-là que ça va amener aussi. Puis il y a un risque aussi relié à ça. Hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver là, avec ces pilotes-là. Donc j'ai bien hâte de voir comment ils vont réussir et c'est lequel des deux qui va faire le plus de positions parce que c'est des voitures quand même, la McLaren et la Red Bull, des fois, qui se retrouvent dans le même giron. C'est dommage pour Norris quand même, parce que aujourd'hui, on a vu il y avait le deuxième meilleur Mhm. temps derrière Antonelli dans Ouais, la deuxième séance de Céline. Donc, tu dis, ah, mais il fallait le faire. On n'avait pas le choix. C'est ben la ouais. réalité. On a eu énormément d'abandon depuis le début de l'année, mais on va reculer 10 places. Donc, le meilleur scénario, c'est peut-être qu'il va partir 12e, 13e, pas si loin que ça. Ouais, c'est Euh, moins pire qu'Adjar, là, dans le cas de Ouais, Norris. puis être capable de revenir dans les points. Parlons-en quand même des séances de célibe, même si ça a été quand même dur de prendre des bonnes lectures parce que les écarts sont très grands. Ça, c'est la réalité de Spa. Hein. Si vous concédez de la vitesse dans chaque Mhm. virage, ben, à longue, le calcul est grand, il y en a 19. Si vous perdez en plus dans les lignes droites, on ajoute à tout ça, ben, les écarts peuvent se creuser très, très vite. Antonelli a été le plus rapide. Dans la séance du matin, je pense que c'est quand même important de le mentionner, même si c'est pas très révélateur, ça se passe pas au même moment de la journée, et ainsi de suite. Mais que c'était la première fois qu'on n'avait pas une Ferrari ou une Mercedes qui avait signé le meilleur temps. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même quelque chose de nouveau, puis c'est Verstappen qui avait été le plus rapide. On est un peu revenu à la normale du côté d'Antonelli qui semblait dans une classe à part, à un moment donné, une demi-seconde sur Verstappen. C'était le seul qui avait été touché ça. Ouais. Si on le compare à côté de son coéquipier, ben, c'est un vrai film d'horreur là, pour George Russell, qui est Mm. à plus d'une seconde de Kimi Antonelli. Mais heureusement, on a eu Lando Norris qui est comme un peu venu sauver la deuxième séance en réalisant un temps qu'on peut dire dans la même Ouais. stratosphère que Kimi Antonelli, à un dixième quelque là, de la Mercedes, sauf que fallait quand même revenir vite à la réalité de dire ouais, celui qui est le plus près de Kimi, ben, on va le reculer 10 places. Là. Je trouve, ben, Ouais, ben c'est bon, par exemple, parce que ouais. 2 dixièmes, ben, mettons, on va dire 2 dixièmes, là, il est à. Ouais, ouais, il est plus à deux qu'à un, t'as Ouais, raison. c'est Ouais, ça. ouais. Donc, c'est que c'est un très long tour. Tu sais, l'autre fois, on disait, mettons, Spielberg, c'est un tour qui est très court, donc un écart plus petit, ben ça vaut plus un peu. Là, tu as 2 dixièmes sur le plus long tour du circuit de la F1. C'est rien, là. C'est vraiment des temps on va dire, qui se rapprochent les uns des autres parce que sur un long tour comme ça, être à 2 dixièmes, ça veut dire que les voitures ont. Ben, en tout cas, le pilotage et les voitures ont été égales à ce moment-là. Mhm. 5 secondes pour Aston Martin, ça c'est épouvantable. Ben là, justement, tu vois Ah, un peu. Tu sais, des fois, on les voit à 3 secondes. ah,
Ben là, avec un Fine. long tour comme ça, on les Hein? voit. Fait que là, ton 2 secondes de tantôt d'amélioration, là, bon, Ah ben, oui. oh là 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 là. Ça les place. Là, c'est même plus certain qu'ils vont être devant Cadillac. Cadillac sont à 3 secondes, eux autres. Oh, mon Dieu. Ah non, c'est les écarts. Là. Je voulais quand même les mentionner là, parce que ça saute aux yeux. C'est rare qu'on voit ça. Là. Puis Je pense ça qu'il y avait des allait. pneus pluie, d'après moi. Il doit y avoir les pneus pluie sur le sec. Ah, C'est si ça au qui est moins on arrivé. pouvait dire ça. Mais ça allait bien avec ce que tu mentionnais de dire les écarts peuvent se creuser très vite. Verstappen, on dit 4 dixièmes, un peu, quasiment 5, là, quasiment une demi-seconde. Ça tombe vite. Là. On est à quelle position qu'on est déjà dans les secondes d'écart? Mais j'ai goût de parler avec toi un peu plus vite là, de George Mhm. Russell parce que Ouais. oui, ça se creuse vite, mais ça va pas bien pour George. Même si l'écart au championnat continue Mhm. de descendre pour Kimi Antonelli, j'ai pas l'impression que les performances de George Russell inspirent confiance à lui ou à son entourage. Parce que il y a quand même des points qu'on a laissés sous la table. Puis là, on se présente les vendredis. C'était pas fort à Silverstone, mais heureusement, c'est un week-end sprint. Donc, tu as une chance de te reprendre. Mais là, en Belgique, il faut qu'on commence à trouver. Commence à combler cet écart-là de secondes qui traîne, là, parce que sinon, il va encore arriver de bon deuxième, puis probablement même pas, ce sera probablement même pas lui qui va être directement derrière son coéquipier. Non, c'est ça. Puis George Russell, ben, on en parlait tout à l'heure. Là, il est plus près au championnat de Kimi Antonelli. Il est à 25 points en arrière. Donc, c'est une victoire versus un abandon, on va dire, en termes de Mhm. différence de points. Mais si George Russell en est là, c'est pas nécessairement parce qu'il a été, c'est pas parce qu'il a été meilleur que Kimi Antonelli. C'est à cause que Kimi Antonelli a pas eu de veine, là. Il y a eu de la malchance là-dedans, puis il y a eu des bris, etc. Donc, en ce moment, côté performance, George Russell, encore une fois, se fait damer le pion par son jeune coéquipier. Donc, honnêtement, il faut qu'il se réveille là, parce que il a la chance maintenant. Là. Il a eu une chance en or là, de prendre contrôle de ce championnat-là. On n'est pas encore à la moitié, mais on n'est pas loin. Hein? Donc, Ouais. c'est le moment parce que là, l'écart est infime, on va dire, par rapport à ce qu'il était. Là. Il y en a qui donnaient déjà le championnat de Tonelli en début d'année. Moi, je disais, il est encore un peu tôt. Mais à date, en termes de performance, George Russell ne nous a pas démontré que si les voitures terminent les courses là, et qu'il n'y a pas de malchance ou de bris mécanique, ce n'est pas George Russell qui va sortir gagnant, du moins pas avec ce qu'il nous démontre. Donc là, c'est le temps, là, à 25 points d'écart, de reprendre un peu là, du poil de la bête, puis d'aller chercher des points, d'aller grappiller des points qui mènent Tonelli course par course. Mais à date, j'ai pas confiance que ça va arriver. De son côté, lui, Hamilton était à 7 dixièmes en quatrième position pendant les essais libres. C'est sûr qu'il y a encore des réglages à faire, mais on n'attend pas. Moi, du moins, Ferrari, je les attends pas sur papier. J'ai hâte de voir si on est capable de gagner suffisamment de vitesse dans le secteur 2. On sait qu'on a une voiture stable, qu'on a une Mhm. voiture un peu plus balancée, mais ces grandes lignes droites-là, là, on va vraiment me surprendre si on est capable d'être compétitif au cours du week-end. J'ai l'impression qu'on va trop concéder, même si on a eu un peu d'aide de la duo, mais c'est là que vraiment on va être capable de mesurer l'amélioration par rapport à ça. Adjar, lui, de son côté, cinquième, suivi de Piastri. Colapinto, même, qui était devant George Russell. Je pense que c'est ajouté un peu à ce que tu disais, là, que Quand même, hein? même Colapinto a réussi. Colapinto, Russell, Lindblad, Larson, Leclerc, 11e, Ben Berman, oui. Bortoleto, Ocon, Albon, Sainz, Hülkenberg, Gasly qui a frappé le mur en toute fin de Ouais. séance. Une drôle de sortie de piste. Mais les voitures, les Alpines semblaient un peu instables aussi du côté de l'aéro. On sait qu'on a des améliorations, donc c'est peut-être le temps qu'on comprenne un peu tout ça. Bottas, Perez, Stroll et Alonso qui ont déjà leur position probablement pour le week-end aussi. Heureusement qu'il y a des pénalités, ils vont avoir un peu d'action avec eux à l'arrière. Ouais, peut-être pas longtemps. As-tu une petite prédiction? Moi, tu sais, je trouve qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas évident. Tu sais, Mm. Ben, pour la pole. je vais dire, pour la pole, je vais dire Antonelli, suivi de, mettons pour le top 3 ça va être Antonelli, Verstappen, Hamilton. Ah, écoute, j'ai la même affaire que toi. Ah, c'est Ah, vrai? Hey, ah ben, ouais. je me J'aurais pas suis été dit, top ah, 3, mais moi, j'ai hâte d'entendre. j'hésitais. Verstappen, je pense qu'il peut surprendre, mais avec ce que j'ai vu d'Antonelli aujourd'hui, là, c'était. Si on réussit à améliorer ce qu'on a entre les mains, là, ils vont être très, très durs à battre demain. Donc, Kimi Antonelli pour la pole position. Je pense aussi que il y a probablement juste George ou Lando qui pourrait, de ce qu'on a vu, là, qui pourrait peut-être faire quelque chose, ou Piastri, on sait qu'il est quand même bon ce circuit-là.
Mais Anthony semblait vraiment avoir le petit coup de plus là, pour être capable d'aller chercher Il est la pole confiant, le position. jeune. Ouais. En terminant, je voulais inviter les gens à répondre à notre question Sauna Viking, des spécialistes dans le domaine du sauna. On voulait vous demander le fameux moteur générique là, que la FIA voudrait avoir, si vous y croyez, ou si peut-être que vous voyez une façon que ça serait plus logique que nous pour faire fonctionner ça. Donc, si vous voulez répondre à ça, ça va être dans la section sondage, question présentée par nos amis de Sauna Viking. Et en terminant aussi, Marc-Antoine Garand, qui me faisait une observation. Je trouve ça le fun parce que de plus en plus de gens commencent à écouter les séances d'essai libre parce qu'on a de plus en plus de questions pendant les séances. Ça, je trouve que ça fait un peu partie de ce qu'on fait. D'avoir un peu plus d'intérêt pour ça, puis les gens commencent à regarder ce qui se passe le vendredi. Puis Marc-Antoine a attiré l'attention sur pourquoi après le drapeau rouge de Gasly, les voitures sont quand même tous retournées en piste. Il restait quasiment plus de temps, puis tout ça. Est-ce que c'est juste pour pratiquer les départs? Et si oui, ben, ce serait peut-être une bonne idée de le dire, l'importance de ça. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais je trouvais que c'était une bonne question. Et oui, c'était pour pratiquer les départs. C'est le même moment de la journée et c'est aussi, on veut Mhm. accumuler des données sur le comportement de la voiture pour essayer de trouver des solutions pour la journée de dimanche. Donc, c'est excessivement important pour les écuries de pratiquer ces départs-là et d'avoir le sentiment, parce que même si on le fait dans la ligne des puits, c'est pas pareil, le dénivelé et tout ça, l'adhérence, c'est pas pareil. Donc, c'est pour ça qu'on tient à retourner en piste. François Goulet, ça a été un plaisir encore une fois de faire ça avec toi et je te souhaite un excellent Toujours. week-end et des excellentes vacances qui débutent, comme tu nous mentionnais en début. Merci beaucoup. Puis allez au Parc Jean-Drapeau. Exposition sur Gilles Villeneuve. Manquez pas ça. Et bonne fin de semaine de course à tous. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 17 juillet. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course en Belgique. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube et Amazon Music, et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.